Aujourd'hui, on est en présence d'Axel Paris. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, merci à toi de m'avoir invité. Ok, du coup, Axel, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais? Alors moi je m'appelle donc Axel, je suis actuellement étudiant donc sur Bordeaux et en fait de base j'étais destiné on va dire à être étudiant on va dire de manière classique à faire une prépa ingénieur un peu ce que le parcours que mes parents ont un peu prédestiné pour moi et en fait assez jeune donc je dirais vers 16-17 ans j'ai eu la chance de tomber dans le code donc dans le développement informatique et j'ai décidé de poursuivre dans cette voie. En fait c'est surtout un ami qui avait lancé un business en classe de seconde autour du code. Il avait fait un site de liste de serveurs Minecraft. Et en fait, il commençait déjà à monétiser ses compétences en proposant aux gens de payer pour mettre en avant leur serveur Minecraft. Et du coup, je trouvais ça tellement ouf comme idée que ça m'a... en fait, c'est un peu ce côté... on peut faire de l'argent avec le code qui m'avait intéressé au tout début. Puis ensuite, quand j'ai commencé à apprendre, c'est le fait de pouvoir construire quelque chose de zéro et puis surtout, l'accessibilité à la connaissance que je trouvais vraiment cool dans le code. Et donc, du coup, j'ai commencé à apprendre à développer et puis la passion du coup est venue autour de ça et après autour juste avant le bac, là où tu dois décider si on fait prépa MPSI ou des choses un peu plus classiques ou est-ce qu'on s'oriente dans une prépa privée sur d'autres secteurs. En fait j'avais un ami qui lui aussi avait appris le code en même temps que moi et on s'était tous les deux dit vas-y on va aller sur Bordeaux et on va faire une école d'informatique donc contrairement à l'idée reçue de on est bon en maths donc on va continuer dans une prépa, un truc comme ça. Donc on est parti sur Bordeaux pour faire une école d'informatique et donc ce qui était cool c'est que pendant les 2 premières années de cette école en fait on avait la moitié de la journée qui était le temps de travail d'école et l'autre moitié de la journée qui était du temps de dispo pour travailler sur nos projets et en fait pendant ce temps de dispo j'en ai profité pour beaucoup apprendre autour du code mais aussi pour lancer un peu mes petits business. Donc j'ai pu tester pas mal de trucs, il y a plein de trucs qui ont échoué et dans le lot de tout ce que j'ai pu lancer il y a des choses qui ont un peu plus marché, notamment ma chaîne YouTube qui a un petit peu monté. À côté de ça, j'ai commencé à vendre des formations et en fait, j'ai commencé à vraiment bien progresser. Surtout qu'en fait, j'ai remarqué que mon profil a très vite changé en 2-3 ans. En fait, avant, j'étais quand même assez... Alors, je vais pas faire le cliché du mec qui était timide, puis qui est devenu qui est devenu extraverti et tout ça. Mais c'est un peu le cas, c'est-à-dire qu'avant, j'allais pas spécialement vers les autres et j'étais pas autant à l'écoute et, expressif. Et maintenant, je suis beaucoup plus expressif, beaucoup plus à l'écoute. Et surtout, je vais chercher, les contacts, les opportunités. Alors qu'avant, en fait, je serais resté juste dans mon coin. Là, maintenant, j'ai beaucoup plus envie d'aller, par exemple, parler à des partenaires, parler à des gens, rencontrer des gens. Et ça, je pense que ça a été 2-3 ans sur Bordeaux qui m'ont vraiment shifté la mentalité. Et probablement que si j'avais été resté chez mes parents et que j'aurais fait une prépa MPSI ou un truc comme ça, ou qui m'aurait un peu bouffé mon temps, je pense que je l'aurais pas fait. Donc voilà un petit peu globalement pour résumer. Du coup, un peu mon état d'esprit, c'est maintenant je suis un peu plus extraverti, je vais chercher les opportunités et du coup pendant ce temps de libre, donc là maintenant j'ai beaucoup moins de temps vu que là je suis en alternance, mais pendant tout ce temps libre j'ai eu le temps de bien profiter, de tester ce qui marche pas. Et du coup, c'est comme ça que maintenant, je vis un peu de mon activité à côté de mes études. Ok, c'est un bon résumé. Du coup, tu as commencé à entreprendre direct quand tu as commencé ton école, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a... Finalement, c'est la découverte du code qui t'a donné envie d'entreprendre, mais par exemple, tu dis que tu as fait une chaîne YouTube qui s'appelle Axel Paris, mais c'est quoi qui t'a amené à faire une chaîne YouTube finalement? Parce que c'était pas du tout en rapport avec le code. Ah ouais, ça avait aucun rapport. En fait, de base, YouTube, c'était vraiment... j'avais dû commencer, mais il y a longtemps, je crois, en 2013, donc je devais avoir... Avant 16 ans, j'avais fait au début cette chaîne qui parlait vraiment de tout et de rien. C'était des jeux vidéo, des effets spéciaux, des tutos Photoshop et tout ça. Donc il n'y avait aucune vision business. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai décidé de me dire comment est-ce que je peux monétiser mon temps, parce qu'en fait, j'avais ces demi-journées-là et je me disais, si je veux après enchaîner sur soit un bon CDI ou alors me lancer en freelance et tout ça, il faut que j'ai fait des choses avant pour pouvoir me créer un portfolio, une carte de visite.
Et du coup, pour moi, l'une des manières les plus simples, c'était de pouvoir créer du contenu. Et c'était un peu l'époque où Antoine BM commençait à décoller. Tu avais tout un petit peu cet écosystème autour des formations en ligne et du contenu en ligne qui commençait à exploser. Et donc, c'est là où j'ai décidé de réorienter ma chaîne, qui était plus du coup gaming, tuto et tout ça, vers des formations. Et en fait, donc je crois que c'était la première année où j'étais arrivé sur Bordeaux. C'est là où j'ai découvert la plateforme Udemy. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à créer ma première formation sur la plateforme. Et franchement, j'ai trop kiffé parce que c'est à ce moment-là où tu te dis, en fait, tu vois, j'avais passé peut-être 3-4 ans à développer une chaîne en mode divertissement, où là, je faisais peut-être 15-20 euros par mois. En Udemy, là, j'ai lancé ma première formation. J'avais fait $300 le premier mois. Donc pour moi, c'était juste révolutionnaire. Et Clairement. donc, C'était quoi le sujet de ta première formation? Ça s'appelait devenir web designer et en fait c'est d'ailleurs toujours, enfin j'avais refait une mise à jour de cette formation, mais c'est toujours ma formation best-seller, donc je suis très très content de cette formation et aujourd'hui elle doit faire 500-600 euros par mois sans que j'ai besoin de la retoucher, donc c'est vraiment pour le coup un truc assez passif et en fait le seul travail qu'on a à faire c'est d'aller voir sur la plateforme, répondre aux questions des étudiants et peut-être voilà, si on a envie de mettre à jour quelques sessions on peut le faire. Mais sinon, ça reste quand même globalement assez passif. Et ça, franchement, j'avais bien kiffé. Donc, en gros, pendant 2 ans, j'ai fait vraiment un gros travail de créer des formations. Donc, j'ai dû en créer, je pense, entre 15 et 16 pendant les deux premières années sur Bordeaux. J'ai testé différents formats. J'ai testé des formats plus... par exemple, j'ai testé le format j'ai testé le format de formation gratuite où dedans, on met un lien affilié. Et en me disant, il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire, donc peut-être qu'avec le lien affilié, ça va faire des ventes. Spoiler alert, ça ne marche pas du tout. Parce qu'en fait, les gens qui regardent du gratuit, en fait, ils vont jamais au bout des formations, ils sont pas du tout intéressés. Et en fait, si on veut bien marcher sur Udemy, il faut faire des formations orientées pour débutants, donc pour qu'il y ait un maximum de personnes qui entrent dans le cours, sur un sujet qui est porteur, et des cours payants. Pour moi, c'est ça vraiment les 3 critères sur Udemy qui font que ça marche. Et on peut le voir, hein, enfin moi, sur toutes les formations qui étaient nichées, par exemple, j'avais fait une formation sur comment faire des paiements avec PayPal et Stripe avec Node.js. Donc le truc, donc PayPal et Stripe et en plus Node.js. Donc personne, débutante va aller sur ce cours-là. En fait, il a très peu marché. Alors que par exemple, un cours sur Adobe XD, le cours complet, les gens, ils ont envie d'apprendre un logiciel de A à Z. Et bien là, il y a beaucoup plus de ventes. Et donc c'est un peu la stratégie que j'avais employée. Et donc pendant 2 ans, donc, j'ai fait ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup de travail, hein, quand même, de lancer une formation. Parce que là, on peut se dire, le mec fait du MRR, c'est bon, il a des revenus et tout. Mais c'est quand même 2 ans où il faut quand même beaucoup travailler, il faut justement apprendre à bien s'exprimer. Et en fait, ça a été un point clé qui m'a permis vraiment de m'améliorer, tellement sur l'expression orale, sur le fait de pas faire des et tout. Donc je le fais encore, mais je le fais beaucoup moins qu'avant. Et aussi j'ai beaucoup travaillé sur ma voix, où avant j'avais une voix un peu frêle, toute jeunette. Et donc maintenant, et maintenant ça a grave changé, quoi. Donc je suis très content de cette expérience. Et je pense qu'Udemy c'est une vraie opportunité, surtout pour ceux qui n'ont pas d'audience. Et qui veulent se lancer, créer un petit business et tout. Et franchement, ça prend pas des plombes. Une fois que vous l'avez fait votre cours, ça commence à vendre. Donc moi je peux que recommander ça pour les débutants, quoi. Ok, et du coup un truc intéressant là-dessus c'est tu te considérais à quel niveau en tant que web designer quand tu as fait cette formation? Ah, très très bonne question. Je me considérais en vrai pas trop comme web designer et du coup j'avais ce syndrome de l'imposteur, tu vois, parce que j'avais pas la sensation d'avoir fait... en fait j'avais fait quelques contrats de freelance avant, mais c'était contrats de freelance quand j'avais 17 ans, donc c'était pas des contrats pour Gucci ou des trucs comme ça, tu vois. Donc c'était... en fait, ce que je voulais faire, c'était surtout montrer comment est-ce que moi je design quelque chose sans avoir fait de cours et de formation avant. En fait, pour expliquer, en autodidacte, voilà comment est-ce que je fais pour designer un site web. Et c'était simplement pour partager ce que moi j'avais appris tout seul, quoi. Après, je précisais bien, tu vois, je disais pas, je suis pas expert, j'ai pas fait 2000 sites et tout ça. Hein. Mais c'est vrai que les gens. Et même comme ça a marché. Et même comme ça marchait. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'être expert dans son truc pour lancer des formations. Moi aujourd'hui, si je vais sur Udemy, que je recherche un cours sur, par exemple sur Node.js ou sur n'importe quelle autre compétence, moi que le mec soit expert ou pas, franchement, je m'en fiche. Moi en fait, ce que je vais voir, c'est est-ce que donc la personne sait bien présenter son sujet.
quel est son plan de cours, et si le plan de cours m'intéresse, je le prends. Parce qu'après, Udemy, c'est pas un gros investissement, ça va être 10-15 euros, donc c'est pas cher, quoi. C'est pas un engagement à 600 euros, une formation sur 4 mois, enfin voilà. Puis j'ai souvent eu cette conversation avec des gens, mais je pense qu'il y a un vrai intérêt à te brander comme quelqu'un de pas expert. Dans le sens où quelqu'un qui va débuter, si tu lui donnes un expert en face de lui, il sait qu'il a plus les... Enfin, tu sais que la personne en face de toi, si ça fait... Tu sais, c'est un peu comme à l'école. Si t'as un prof en face de toi qui a plus fait de business depuis 15 ans et qui t'apprend du business, tu sais qu'il dit des trucs qui sont plus du tout à jour. Et quand t'as un expert en face de toi, des fois, ils sont un peu décorrélés de ce que toi, tu vas ressentir quand tu débutes. Et du coup, il va t'apprendre des trucs sans que tu comprennes... que tu puisses te projeter, alors que quelqu'un qui vient de débuter et qui te fait une formation sur ce qu'il vient d'apprendre, c'est tout frais et ça va correspondre parfaitement à ce que toi tu vis. Ouais. Donc, et puis même le langage aussi qu'il va employer, on n'a plus du tout le même langage. Tu vois, je le vois un petit peu où là je suis en train de bien manger les dents sur sur comment est-ce qu'on crée une micro-entreprise et la différence entre la micro-entreprise et les sociétés, tout ça. Et du coup c'est quand même, t'as tout un jargon derrière qui est quand même assez compliqué, et en fait ils essaient de le rendre super compliqué alors qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça. Et le truc c'est que du coup maintenant je commence à m'habituer à ce jargon là, et quand j'en parle avec des gens, tu vois, qui ont jamais entendu ça, ils disent tu les perds direct. Ouais, c'est ça, tu vois, ils sont perdus. Et je pense que c'est un peu le syndrome de l'expert, où dès que tu vas être un peu bon dans un domaine, tu vas commencer à employer les mots qui te semblent normaux parce que tu les connais par cœur, mais faut pas oublier qu'après tu parles à des gens qui connaissent pas du tout, quoi. Donc c'est le plus dur. Donc ouais, je pense que j'ai lu un truc là-dessus justement qui disait que on avait tendance à, plus on monte en compétence sur un sujet, à utiliser de plus en plus de jargon, alors que c'est pas lié au fait d'être meilleur dans le domaine, c'est une simplification en fait pour nous-mêmes, et du coup ce qui fait que ça te rend inaccessible vis-à-vis des autres, et ça serait globalement une bêtise de le faire en fait, parce que du coup ça rend la connaissance de plus en plus difficile à acquérir, parce qu'il faut acquérir tous les codes pour l'acquérir, et du coup c'est énorme, alors que juste la connaissance en elle-même est pas si énorme comme ce que tu disais, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ok, très bien. Donc du coup là on a parlé un petit peu de la chaîne YouTube. Quels sont tes autres projets qui font du revenu là actuellement? Alors actuellement, YouTube, je vais avoir... YouTube ça en fait aussi. Hein. Vas-y, donne-nous tout. Un scope assez large. En gros, si je dois faire un petit peu le spectre en fait, si je fais le tri de ce qui marche le plus à ce qui marche le moins, je vais avoir donc Udemy en premier, où là ça va me faire là donc en 2021 ça me fait à peu près 1000-1500 euros par mois. Ensuite je vais avoir l'affiliation, où là je vais faire entre 800 et 1000 euros par mois. Donc l'affiliation, alors c'est un gros pilier, mais en fait ça comprend 2-3 programmes qui marchent extrêmement bien, notamment la banque Shine, où en fait j'avais fait une grosse vidéo qui a bien marché, et en fait autour de la micro-entreprise. Et donc en fait ils me rémunèrent donc aux gens qui prennent leur abonnement Shine Start, ou alors qui démarrent leur micro-entreprise avec Shine. Et donc comme cette vidéo a très bien marché, elle a dû faire je crois plus de 100 000 vues, ça a réussi à se moyenniser tous les mois, et donc là à peu près ça fait 1000 euros par mois. Et après j'essaie d'additionner autour de ça d'autres programmes d'affiliation. Donc je vais avoir par exemple Freebie, qui est un outil de comptabilité pour les micro-entrepreneurs. Je vais avoir Finery bientôt, un nouveau partenaire, cool. Etc. Et en fait du coup j'ajoute un petit peu tout ça. Et donc ça va être des bons projets qui vont arriver. Et en fait j'ai remarqué que plus je réoriente ma chaîne autour de la micro-entreprise et de l'entrepreneuriat en général, plus j'ai de contacts de boîtes intéressantes, alors qu'avant j'étais sur du design, des tutos Photoshop et tout, j'étais pas du tout contacté. Maintenant que je me réoriente un peu sur l'entrepreneuriat et finance, là naturellement j'en ai quasiment une par semaine, donc j'ai la sensation d'avoir beaucoup plus le choix, et ça c'est vraiment cool. Et ensuite, je vais avoir YouTube. Donc, YouTube de base avec les revenus AdSense. Là, ça va faire à peu près 500 euros par mois. Et après, je vais avoir, j'ai envie de dire un peu la catégorie fourre-tout. Ça va être genre prestation de services, de la vente de produits numériques, comme par exemple des produits sur Gumroad. Par exemple, là, je vends un Google Sheet pour suivre ses finances, justement. Et donc, en fait, tout ça réuni, ça doit faire à peu près 500 euros par mois. Donc, c'est pas constant, mais c'est ça fait des petites vagues, quoi, on va dire. Donc, si je dois faire une petite moyenne, ça sera à peu près ça. Et donc, en fait, j'ai remarqué vraiment la grosse différence, je trouve, entre 2019, où là, j'avais lancé ma chaîne, les premières formations et tout, et 2020, où là, j'ai la sensation d'avoir vraiment bien pris. Donc, en 2019, j'avais dû faire, je crois, 20 000 euros de chiffre d'affaires. En 2020, 32 et quelques.
Et en fait, pour moi, le gros shift, parce que j'ai pas eu la sensation de travailler plus, mais à peu près pareil. En fait, pour moi, le gros shift, c'est le fait de travailler avec d'autres gens et de travailler avec des collaborateurs, des partenaires, des marques, des personnes affiliées. Et en fait, pour moi, c'est ça qui a fait que mes revenus se sont stabilisés, ont grossi avec le temps. Et si on a un peu d'influence, en fait, pour moi, le mieux, c'est de travailler avec plein de marques un peu partout. Parce qu'en fait, toutes les moyennes de revenus en courbe, ça va faire que ça va grossir les revenus de manière générale, quoi. Et du coup, pour moi, c'est ça l'effet d'écosystème. Ouais, c'est ça. Alors, plus t'as des pieds un peu partout, plus j'ai l'impression t'es connu et donc t'as des gens qui vont venir te contacter, te proposer des trucs. Et du coup, je pense, moi, ce serait le conseil que j'ai à donner aux gens qui nous écoutent, c'est essayer de pas rester trop dans votre coin, essayer de collaborer, de contacter des gens, chercher des opportunités. Dites pas non tout le temps à chaque opportunité. Des fois, ça peut être cool de dire oui, de tester et tout. Donc voilà. C'est un des points que j'ai reporté hier dans la publication que j'ai fait du tweet, là, un peu avec les datas du podcast, où je me suis rendu compte que intuitivement, tu penses au début dire non parce que soit t'es pas capable, soit ça va pas, soit t'es pas sûr, soit... Bref, plein de choses dans ton cerveau qui t'empêchent de faire les choses et du coup tu veux pas les faire. Mais in fine, si tu te forces un peu, et moi ça m'est arrivé avec des épisodes de podcast, je me suis retrouvé à que ça soit les meilleurs épisodes les plus écoutés, alors que je me suis dit ça va être de la merde. Ou même des fois, juste avant de rentrer en interview, je me dis putain, mais pourquoi? Tu sais, j'ai accepté alors que je pensais pas le faire et je me dis encore ça va être pourri. Et en fait, le mec est génial et je me dis putain, mais je suis vraiment un con, si je m'écoutais, j'aurais loupé ça, quoi. Ouais, donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut prendre les opportunités. Après, bien sûr qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais là, si on peut le prendre, faut le faire, quoi. Puis après, on est entrepreneur aussi, hein, donc faut les saisir, les opportunités. Hein. C'est d'autant plus important. Clairement. Une question que je me pose, parce que là, du coup, on a parlé du MRR, et clairement, tu fais déjà un bon MRR pour tes side projects. Pourquoi t'as continué la voie études, etc., si le projet, ça marche si bien? Très, très bonne question, parce que en fait, je pense ce qui fait que je reste dans mes études, c'est surtout parce que j'avais fait un prêt étudiant pour mes 2 premières années, quand même de 27 000 €, donc voilà, ça reste un bon petit prêt. Et en fait, l'école dans laquelle je suis, au bout de 3 ans, ne fournit pas de diplôme, c'est juste une attestation, on va dire, qui dit vous avez fait l'école pendant 3 ans. Et après, si on veut vraiment avoir le diplôme, c'est au bout de 5 ans. Et donc là, je suis dans ma 4e année. Je finis ma 4e année actuellement, donc il va me rester encore 1 an. Donc c'est quand même l'année qui est quand même assez dure, parce que on est dans le cursus, et puis en plus je suis en alternance, donc du coup je vais avoir l'entreprise toute la semaine, et après en fait mon business maintenant c'est le soir et le week-end. Donc en gros, grosso modo, je fais des semaines à 60-70 heures, donc c'est pas mal, pas mal de taf. Et du coup, pourquoi est-ce que je reste? Je pense qu'il y a 2 aspects pourquoi est-ce que je reste, parce que je me dis, en fait, en continuant ma stratégie actuellement, ce serait de continuer mon école tranquillement, de peut-être me faire embaucher en CDI, donc soit dans la boîte dans laquelle je suis ou soit dans une autre boîte, faire un prêt IMO parce qu'en fait en tant qu'entrepreneur, clairement les prêts c'est pas du tout ça, et donc moi mon objectif c'est quand même d'avoir un petit patrimoine, quoi. Donc c'est aussi d'acheter un autre appartement. Donc j'ai pu en acheter un récemment, peut-être qu'on en parlera. Et en fait, d'acheter un bon appartement en tant qu'employé en CDI, parce que du coup, avec le CDI, on peut facilement plus emprunter. Et donc, comme moi, je sortirais d'études avec peut-être un bon portfolio, je pense qu'il y a moyen que j'ai un bon salaire au tout début. Donc, je pense que j'y resterai pendant 1 ou 2 ans, faire mon prêt. Ensuite, j'arrête. Et ensuite, je recontinue, du coup, mon entreprise en même temps. Et ça, ce serait un peu la stratégie. Alors après, j'ai aussi une stratégie un peu de filou, donc je sais pas si légalement j'ai le droit de faire ça, mais je crois que oui. En gros, ce serait de faire grossir ma micro-entreprise le plus possible pendant ces années-là où justement j'ai pas trop le temps. Et le moment où je décide d'arrêter le CDI, bien en fait, j'arrête la micro-entreprise, je la coupe, je la radie, et je crée une société, une SASU, une SARL ou un truc comme ça, pour profiter du chômage pendant 1 ou 2 ans. Parce que je serais entre guillemets créateur d'entreprise à ce moment-là. Donc je sais pas à quel point je sais pas si les gens le font ou pas, ce truc-là, mais on m'a dit que c'était peut-être possible. Et si, il me semble que c'est tout à fait possible, et c'est pas de la filouterie pour moi. C'est comme ça qu'est fait notre système. Il est fait pour t'aider dans certains cas. Il y a beaucoup de startups qui se créent grâce au chômage. Tu peux être créateur d'entreprise. Il y a même un statut exprès pour ça quand tu vas
à Pôle emploi. Si tu es créateur d'entreprise, ils te font pas passer des millions d'entretiens, etc. Donc je pense que c'est tout à fait envisageable. C'est ça. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est le fait que, en gros, si les gens voient, bah, t'as une entreprise profitable qui marche très très bien, tu l'arrêtes, et après tu te mets en créateur d'entreprise pour mettre cet argent là dedans, et pour pas dire en gros, bah, t'aurais pu continuer en micro-entreprise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, en fait, je pense que vu comment t'es parti, dans tous les cas, tu vas péter les plafonds d'ici le moment où tu voudras commencer à le faire. Donc tu seras obligé, ça sera légalement le cadre qu'on te dit, bah monsieur, vous avez dépassé les plafonds, vous devez faire une entreprise. Donc, ok. Je pense peut-être que ce sera naturel. Peut-être que je toucherai le chômage de manière naturelle. Et donc voilà, du coup, je pense que je ferai ça pour acheter donc un appart. Donc en fait, le moteur, ce serait surtout, je pense, l'investissement. Après, si je trouve une boîte qui me plaît, bon, pourquoi pas. Mais honnêtement, là, avec l'alternance qui se passe, en fait, j'ai quand même beaucoup de... Comment dire en fait, tout ce qui se passe dans la vie de micro-entreprise, en fait, ça se passe la semaine. Et en fait, si par exemple j'ai des calls le lundi, le mardi, le vendredi, je peux pas le faire parce que je suis en entreprise. Et heureusement, par exemple, que j'ai des cours. Donc des fois, il y a des cours comme là, c'est à distance, où je peux un peu squeezer les cours à distance. Bon, j'espère que mon école m'entend pas parce que c'est pas top de dire ça. Je pense qu'ils préfèrent des gens comme toi qui sont entrepreneurs, qui font plein de trucs parce que forcément ils auront une bonne image de leur école grâce à des gens comme toi qui sont arrivés à créer leur business pendant qu'ils étaient à l'école. Donc ça veut dire que tu peux faire des choses que forcément c'est en partie grâce à eux aussi que tu arrives à faire tout ce que tu fais. Donc c'est un bon côté. Moi je sais que quand j'étais à Epitech, ma pseudo-alternance, on doit faire à un moment donné une alternance, je l'ai fait pour moi-même en tant qu'auto-entrepreneur, tu vois. Et ils ont accepté, ils ont dit, fine mec, tu fais du blé avec ton auto-entreprise, vas-y. Tu vois, donc je pense que les écoles, elles sont... Du coup, tu as financé ta formation avec les revenus de ta micro-entreprise, en gros. Non, le financement, j'ai quand même emprunté parce que ça coûte ultra cher, mais je me payais grâce à l'auto-entreprise. Ouais, ça c'est pas mal. Après, j'avais ce choix-là aussi au tout début, quand j'ai fini mes 2 premières années, il fallait que j'aille en alternance. Donc c'était soit je me finançais moi-même en micro-entreprise, mais après je me suis dit, c'est vrai que l'expérience d'entreprise, en fait, je peux pas dire que j'aime pas l'entreprise si j'ai jamais testé. Et là, je suis content parce que ça va bientôt faire 3 ans que j'ai pu tester. C'est un format qu'en vrai j'aime bien, mais je trouve que c'est très bien quand on n'a pas de projet à côté et qu'on veut rentrer peinard le soir chez soi. Et là, pour le coup, moi, le soir, je pense que à faire des vidéos, que à faire du business. Donc, ça va pas du tout, tu vois. Après, je me couche à minuit, 1h et tout. Trop compliqué. Ok. Sur ça, j'ai 2 questions qui me viennent. Est-ce que tu as une vie sociale ou tes projets, du coup, t'empêchent d'en avoir ou t'en as moins, tu considères? Je dirais que non, j'ai une bonne vie sociale. Bon, là, avec le Covid, clairement, je pense que personne n'a une vie sociale. Mais hors vie Covid, j'avais une bonne vie sociale. En fait, ce qui me détendait le plus, c'était le sport. Tous les soirs, j'allais au sport CrossFit. Et franchement, c'est un gros défouloir. Tu retrouves tes potes. Et puis, je trouve que c'est l'un des sports, qui m'a le plus changé. Et aussi au niveau de l'état d'esprit. Et je trouve que c'était vraiment cool. C'est très fédérateur comme sport. Et c'est très lié à la communauté, c'est beaucoup moins individuel. J'avais fait un moment de la musculation en salle. C'est pas mal, mais c'est très basé sur, on va dire, soi, et c'est beaucoup moins communautaire, alors que le CrossFit, c'est très communautaire, et ce que je trouve vraiment excellent avec. Et donc là, je suis plus que navré de ne pas pouvoir en faire. En ce moment, c'est terrible. Et du coup, c'était vraiment l'un de mes défouloirs principaux. Après, je sortais aussi beaucoup. Et le truc, ce que j'ai remarqué, et je pense que c'est peut-être lié à ça, c'est qu'en 2019, je sortais pas non plus beaucoup, mais je sortais, quoi. En 2020, j'ai quasiment pas pu sortir à cause du Covid. Et c'est peut-être ça qui a fait que le business a plus monté. J'ai peut-être voulu prendre plus d'opportunités parce que j'avais plus de temps aussi, probablement. Donc c'est très probablement lié également à ça, ouais. Moi, ça a été un grand débat chez moi avec mes potes ou avec les gens de mon entourage. Parce que je crée des business comme toi, et du coup, des fois, on m'a dit, ouais, mais en fait, tu fais toujours des trucs sur tes business. Et sauf qu'à côté, les gens, ils te disent, ah ouais, mais j'aimerais bien faire tel projet et ce truc-là. Et puis tu leur dis alors, ça a avancé, et puis ça avance jamais. Et ils comprennent pas pourquoi. Ils sont là, ouais, mais là, j'ai pas le temps, machin. Tu vois, mais en fait, regarde, je suis comme toi. C'est juste que moi, en fait, au lieu d'aller boire des coups tous les soirs, je fais mes projets tous les soirs. Du coup, je suis moins là, mais en même temps, j'avance sur mes projets, quoi.
Ouais, c'est ça. Et t'as aussi le j'ai pas le temps, alors qu'en fait, il devrait dire je prends pas le temps. Et ça, c'est une notion qui est juste dingue de comprendre la différence entre les deux, parce que quand tu rentres chez toi tous les soirs et que tu scrolles sur TikTok pendant 1 heure, bon bah c'est 1 heure où tu pourrais faire tu fais du copywriting, tu pourrais regarder des vidéos de formation, des trucs comme ça, et faire tout ça, quoi. Donc après, il faut aussi quantifier son temps. Je trouve que c'est pas mal aussi de se dire bon bah tiens, j'ai tel objectif cette semaine, combien de temps j'ai passé à le faire. Après, il y a plein d'outils. Après, il faut pas être trop non plus, je pense, acharné. Je sais pas, toi, à quel point tu traques ton temps. Enfin, si t'es un peu dans ce sujet-là, tu vas d'essayer de traquer son temps, de savoir où est-ce que tu passes ton énergie, tout. Tu le fais, ça, ou pas? Alors, je le traque passivement. Donc, j'ai constamment allumé sur mon ordi un truc qui s'appelle Rescue Time. Qui permet de traquer tout ce que je fais, que ça soit aller sur un site porno ou aller sur YouTube ou bosser, il sait tout. Il sait tout, je l'ai mis en mode full permission. Mais en contrepartie, ça me fait des rapports automatisés toutes les semaines, tous les jours, j'ai des objectifs, et du coup ça m'envoie des notifs, ça me dit, ben là t'as fit l'objectif, t'as assez bossé, tu peux arrêter de bosser, oui ou non. Et après, tu peux voir au moins comment t'as bossé, etc. Vu que je suis freelance depuis très très longtemps, c'était vachement important d'avoir ça pour voir quand tu factures à quelqu'un une semaine et en fait que le projet tu le kiffes, faut pas non plus abuser, donc tu peux voir. Et par exemple, moi c'est un truc que j'ai vu, c'est le premier projet que j'ai rejoint qui s'appelle You2You. Je bossais à distance en remote, et à un moment donné, vu que j'étais étudiant en même temps comme toi, tu vois, j'ai été en freelance pour une boîte, en même temps j'étais étudiant à l'étranger. Donc les gens, à un moment donné, tu sais, je pouvais pas toujours répondre, des fois j'avais des cours, des fois on avait des sorties organisées, etc. Donc à un moment donné, ils m'ont dit, ouais mais mec, tu réponds jamais, tu bosses jamais pour nous. Et en fait, j'ai sorti les rapports, j'étais à 72 heures par semaine, alors que eux à côté ils faisaient leurs petits 35 heures tranquilles, quoi. Et parce qu'en fait, je bossais le soir, je bossais la nuit, je bossais à des moments où ils pouvaient pas me contacter, mais je bossais, et plus que. Et ça, c'est important de le voir, parce que tu vois, je me suis dit, attends, je suis freelance, à ce moment-là, je facturais pas des masses, je crois que je facturais 1 000 € par mois. Et en fait, je faisais du 70 heures semaine, quoi. Donc, j'aurais dit à un moment, les gars, ça va pas marcher, ça. Vous pouvez pas me dire, je branle rien, alors que je travaille pour 4 personnes et je suis payé pour même pas un SMIC. Donc, ok, donc toi, tu utilises Rescue Time. Et en fait, ce serait un peu l'équivalent de Toggle, à peu près. Ouais, mais Toggle, il faut que tu le fasses toi-même. Ouais, c'est ça. Alors que Rescue Time, en gros, c'est lui, il va savoir que tu es sur YouTube, il va savoir que tu es sur un site en question. Ouais, il traque toutes les URL, tous les logiciels, puisqu'il est installé en dur dans ton Mac, pour le coup, pour moi. Et du coup, il traque vraiment tout, l'utilisation de quel soft, même dans les softs, il sait récupérer les tabs s'il y en a, ou les noms des fichiers, pour certains fichiers. Donc, tu as vraiment un détail assez bon, quoi. Ok, d'accord, trop bien. Ouais, le seul truc qui est dommage, c'est sur les devices, genre le téléphone, etc., quoi. Ouais, là, c'est plus complexe. Ouais, du coup, tu peux traquer ton temps. En fait, je pense que c'est bien de le faire, mais il faut pas non plus le faire en mode trop. Alors, le traquer son temps, je trouve que c'est super, mais planifier son temps, c'est peut-être un autre débat aussi. Je sais pas si toi, tu planifies beaucoup tes semaines à l'avance. Toi, tes rendez-vous, toi, je sais que tu les prends 3 semaines, 1 mois, 3 mois à l'avance. La seule chose qui est planifiée, c'est le podcast, qui est planifié très longtemps avant, où je réserve le vendredi vraiment pour le podcast. Mais sinon, dans mes autres activités ou mes autres projets, je fais énormément de choses au fil de l'eau, comment ça vient. Parce que je suis devenu très très bon à faire ça. Je le conseille pas à tout le monde, mais je suis devenu très très bon à faire ça. Et je suis énormément dirigé par mon feeling, ce que je ressens au fond de moi que j'ai envie de faire. Et quand je fais la chose au moment où j'ai envie de le faire, je suis une machine. Je sors des trucs de ouf en 1 heure ou 2 heures, alors que ça aurait pu prendre 1 mois, tu vois. Mais quand je le sens, et je sais que c'est là, j'arrête tout, je peux faire, c'est vraiment genre, je bloque tout, je supprime tout ce qu'il y avait, je le fais, et ça rend des trucs oufissimes. Donc je suis vraiment très orienté sur ça, je pense qu'il y a un vrai momentum dans toi. Et si tu te contrains, c'est sûr que tu vas être plus régulier, mais du coup, peut-être moins, ça va rendre des choses moins ouf. Donc moi, je préfère avoir plein de temps libre et faire que les choses aient les places de venir, plutôt que de tout faire comme... T'avais jamais essayé de planifier genre 1 semaine à l'avance en mettant heure par heure les projets sur lesquels tu veux bosser et tout?
Non, j'ai jamais essayé de faire ça. Enfin, je l'ai fait un petit peu dans différentes startups, mais en fait, tu te rends bien compte rapidement que quand tu as des tâches qui nécessitent de la créativité, et ben une time box, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu disais à un mec qui fait de la musique, ben mec, tu vas faire un morceau par jour, chaque matin, et l'après-midi tu feras le montage, et ça tous les jours. Bah en fait non, ça marche pas. Ça marche, par exemple le montage. Tu vois, le montage, il y a moins de créativité, même s'il y en a. Ouais, non, même pas pour le montage. Il y a très peu de choses en fait que je fais qui permettent de. J'ai lu un article aujourd'hui d'ailleurs qui parlait d'ingénierie et la seule chose qui disait dans l'ingénierie qui est considérée comme de l'ingénierie qui est répétable et que le temps il va être constant, c'est genre builder ton code, tu vois, le déployer. Ça c'est toujours pareil. Mais tu peux avoir des problèmes dans ton process, mais c'est des problèmes de process. Mais par contre, faire une nouvelle fonctionnalité dans ton produit, il faut savoir où la placer, il faut inventer le design, il faut inventer la feature. Des fois, t'inventes des trucs en plus qui sont difficiles à coder. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile d'avoir une approximation logique. Et je pense que tu perds énormément de temps si tu te mets à essayer d'évaluer la créativité sur une timeline. C'est vraiment contre-productif pour moi. Et il vaut mieux pas le faire. Ok, ouais, je comprends. Ouais, j'avais essayé de toute façon aussi pareil, une semaine de planification. Après tu respectes plus rien et tu dis ouais, c'est pas grave, je le ferai demain. Puis ensuite demain, tu sais, t'as toutes tes tâches qui s'ajoutent. C'est juste impossible après. Donc non, c'est clairement. Et même tu vois, actuellement là je fais du freelance tous les mercredis et même là, bah des fois en fait je suis censé faire du freelance et là je me dis bah c'est pas le bon jour, tu vois. Et du coup ça m'arrive de le décaler. Alors le client au début il comprenait pas. Et maintenant, sauf que j'y ai expliqué, tu vois, j'ai dit en fait, c'est comme tu veux, soit on travaille tous les mercredis ensemble, mais en fait, tu vas avoir quelqu'un qui est plus ou moins motivé parce que bah, je suis un être humain, ou soit je le fais au meilleur timing pour moi, et dans ce cas-là, tu vas avoir à chaque fois une machine de guerre. Le mec a pas longtemps réfléchi. C'est ça, il a dit ok, c'est pas grave, je vais pas mourir si on décale de 2 jours. Par contre, si t'es au max à chaque fois, ça a rien à voir quoi. Donc okay. Ça a vraiment un gros impact. La deuxième question que j'avais pour toi sur ce sujet-là, où tu disais bah, que tu avais toute la journée, ta seule envie c'était de bosser sur tes projets, mais sauf que tu avais d'autres trucs à côté qui t'empêchaient de le faire. Est-ce que tu as essayé de dealer avec le mec qui t'emploie pour avoir du temps pour tes projets pendant que tu bosses avec lui, par exemple? Ou peut-être avoir plus de temps? Je sais pas. Non, j'ai pas trop d'idées parce que c'est le truc, c'est que en gros il me paye en fait il paye ma formation, c'est une alternance, et en fait il me paye moi aussi, et donc je sais pas, j'ai pas l'association de trop avoir de poids de négociation, tu vois. Pour moi c'est un peu en mode il m'emploie pour faire son taf, donc c'est normal, il m'emploie pour faire son taf quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour eux, ce serait assez bizarre de demander est-ce que je peux me réserver 2 heures dans la journée là, pour taffer un peu sur ma chaîne YouTube ou un truc comme ça, alors que lui, ça ne leur rapporte rien. Tu vois pas vraiment. Je pense qu'il y a un vrai... et je trouve que c'est dommage, ça nous arrive beaucoup de ne pas considérer ça, mais regarde, si toute la journée, tu te dis « Putain, il me tarde le soir de pouvoir faire ma vidéo », clairement, il y a des chances que tu sois un peu moins productif parce que tu as d'autres choses en tête. Par contre, si tu avais le temps pour tes trucs perso, et c'est ce que nous on fait dans la boîte où je suis associé à Cachetori, où on se laisse énormément de temps pour nos activités personnelles pendant le temps de travail en fait, et du coup, une fois que tu l'as fait, t'as plus rien d'autre à penser que le truc que tu voulais faire. Et du coup, tu vois, t'es vachement plus flex. Donc du coup, avec les gens avec qui tu travailles, et souvent on n'y pense pas parce que quand on est employé, on se sent un peu le sous-fifre de la personne qui nous emploie, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est d'égal à égal. Toi, tu donnes ton temps, lui il te donne de l'argent, donc le deal, c'est pas de l'esclavagisme quoi. Ouais. Donc du coup, tu peux donner un meilleur cadre en donnant les avantages à la personne avec qui tu travailles, en lui disant en fait, si je sais pas, le vendredi matin, je peux bosser sur mes projets par exemple, et du coup en fait je vais pas me coucher à minuit tous les soirs parce que du coup mes projets ils avanceront et du coup je serai plus performant au travail tous les jours. Donc est-ce que tu préfères quelqu'un qui est moins performant ou pas? Parce que mes projets dans tous les cas je vais les faire et ils sont importants pour moi, donc autant que je sois plus heureux dans mon côté personnel et du coup professionnel je serai meilleur.
Après, tu peux négocier des choses en disant, au pire, tu me payes moins, et vu que tu as des activités à côté qui rapportent, c'est pas si grave, tu vois, si t'enlèves une demi-journée par semaine. Mais en tout cas, c'est un vrai intérêt, quoi. Touchy. Ouais, je vois, mais tu fais bien de poser la question. Je pense que c'est quand même assez touchy parce que on le voit en tant qu'employé, donc forcément pour nous, ça va être on passe un peu moins de temps et puis on va être plus productif et tout. Et d'un point de vue employeur, là, je pense que c'est différent. Tu vois, il va se dire, il se fout un peu de ma gueule, ou tu veux essayer juste de gratter du temps. Après, comme tu dis, tu vois, la personne elle est humaine, elle comprend. Enfin, je m'entends très bien avec celui qui m'emploie, ça se passe super bien. Et je pense qu'il faudrait, enfin, je vais essayer peut-être d'y réfléchir et peut-être en parler. Mais tu vois, je me sens pas méga à l'aise comme si c'était moi l'employeur qui devait le proposer, tu vois. C'est oui, mais clairement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense le premier, on est son premier ennemi sur ça, c'est qu'on se voit pas le faire, on pense que ça éthique, peut être malsain, pas éthique. Enfin, il y a plein de choses de contre-idées. Alors qu'en soi, si tu le penses bien déjà pour toi et que tu l'exposes bien, la personne elle peut que dire oui parce que c'est à son avantage pour elle. Et forcément, enfin, les gens le savent. Il n'est pas en train de payer un robot quand tu arrives au travail. T'es quand même une personne humaine. Et il donne les meilleures conditions pour qu'en tant que personne tu te sentes bien, du coup t'auras le meilleur travail en moins de temps finalement. Parce que tu seras bien meilleur au quotidien. Et donc ça, c'est vachement important de le mettre en avant. Après, pas tout le monde le comprend encore dans le milieu du travail. Il y a des gens qui sont OK pour, il y en a, il faut leur exposer pendant 5 minutes, il y en a, il faudrait leur en parler des heures. Ça dépend, mais c'est vraiment un truc que j'essaie de pousser aussi de plus en plus, parce que avec le podcast, on parle de side project. Les side projects, c'est bien. À un moment donné, tes side projects, ils commencent à prendre de la place quand ils marchent. Et du coup, beaucoup de gens se disent, il faut que je quitte tout, parce que je peux pas faire coexister les deux, quoi. Alors qu'en vrai, tu peux de plus en plus réduire la part de travail où tu es employé et le côté où tu n'es plus employé et t'es ton propre patron avec tes projets. Et je pense que c'est vachement sain d'avoir ça. Tu sais, c'est exactement comme on fait un investissement. Tu le vois, tu vois, t'essayes d'avoir un appartement, t'essayes aussi d'avoir des projets qui rapportent, des formations. Dans toutes les formations d'investissement, on te dit qu'il faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Et pourtant, dans notre vie perso, quand tu travailles, tu mets 100% dans un travail et après, les gens ils se disent si je veux faire un truc à côté, je quitte mon travail et puis je vais basculer sur autre chose. Alors qu'en vrai, je pense que là, pour ton exemple, la personne, dans 1 an, si tu finis ton alternance, elle serait très heureuse de travailler avec toi, mais toi, tu serais très heureux de travailler avec lui un peu, parce que c'est quand même cool, mais aussi tes projets. Et en vrai, ça rendrait tout le monde plus heureux. Sauf qu'on n'ose pas le demander, parce qu'on croit que c'est pas possible. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est assez fou comme sujet, donc je suis content qu'on en parle. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne question. Après, il y a aussi le fait que si par exemple je diminue il y a aussi le fait que si par exemple je diminue mon salaire d'apprentissage, c'est de l'argent que je touche pas en plus. Donc il y a aussi ce côté un peu je crois qu'on me dit vénal quand on aime un peu l'argent. Tu vois, le fait de me dire, en fait, moi, j'essaie d'un peu accumuler tout l'argent que je peux gagner pour essayer de le placer et comme ça de me dire, tiens, dans 10 ans, j'aurai pas de problème. Et il y a aussi ce côté-là, un peu de sécurité au niveau des revenus. Donc, c'était aussi par rapport à ta question sur pourquoi est-ce que je quitte pas l'alternance. C'est aussi parce que l'alternance, ça me rémunère, tu vois, ça fait quasiment un SMIC par mois. Et donc, un SMIC par mois, c'est en fait, moi, je vis sur ce SMIC-là. Et après, tous les revenus de la micro-entreprise, c'est tout ce que je réinvestis. Donc, moi, j'ai pas de grosses dépenses. J'essaie d'indexer mes dépenses sur que mon salaire d'alternant. Et je me dis, après, si je coupe mon salaire d'alternant, là, je vais devoir vivre donc sur mes revenus de micro-entreprise. Donc là, pas de souci. Mais du coup, je pourrais beaucoup moins investir. Et voilà, c'est juste un cadre qui est un peu différent. Donc j'essaie de le repousser le plus possible parce qu'en fait j'ai plein d'avantages à être étudiant et du coup si je continue en alternance en plus du coup en alternance du coup j'ai par exemple les tickets resto. En fait, faut pas voir non plus le salariat comme un ennemi parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages, le fait de pouvoir prendre des jours, les tickets restaurants, voir du monde régulièrement tous les jours, alors que quand on est tout seul sur ces projets, on est tout le temps tout seul, à moins que on est dans un co-living ou un truc comme ça, mais on est tout le temps tout seul. Et puis il faut avoir des gens qui nous comprennent et tout, alors que quand on est dans un cadre par exemple salarial, les gens ils nous comprennent parce qu'on travaille dans la même boîte, donc on peut demander des news sur des projets qui sont internes à la boîte et tout, donc d'un point de vue social, je trouve que c'est quand même très important d'avoir un point régulier, donc notamment avec le salariat.
Et aussi pour cette sécurité, on va dire, financière, et aussi parce que c'est, comment dire, pour l'étude, enfin, moi, en tant qu'étudiant, j'ai quand même beaucoup d'avantages à le rester. Et franchement, ce serait bête de s'en priver. Un autre exemple d'avantage, donc pour tous ceux qui sont en alternance, qui nous écoutent, j'espère qu'il y en a un petit peu, et qui connaissent pas un peu toutes les aides qu'on peut avoir, bah déjà on a par exemple la CAF, on peut avoir la prime d'activité. Donc si vous avez que l'alternance, bah, vous pouvez demander la prime d'activité. Et moi pendant 1 an, j'ai dû toucher, je crois, 250 € par mois de prime d'activité. Donc bon, bah, j'ai envie de vous dire, bah, allez-y, foncez. Et il y a aussi une autre aide qui s'appelle Action Logement. C'est 100 € par mois, donc peu importe vos revenus, tant que vous êtes alternant, vous touchez 100 € par mois. Donc c'est quand même assez incroyable de se dire ça. Et donc en fait tout ça cumulé plus le salaire, tu dis bon ben en fait je gagne quasiment 2000 € en étant alternant et avec les aides. Donc si je me coupe, c'est un peu, je me coupe de 2000 € par mois. Et est-ce que ça vaut le coup? Je pense que ça dépend, tu vois, si on est vraiment malheureux dans son alternance, je pense qu'il faut arrêter. Mais comme je m'entends très bien avec tous mes collègues et tout, que ça se passe super bien, j'ai envie de continuer. Et c'est vrai qu'il faut laisser de la place pour tout, tu vois. Je m'entends très bien dans la boîte, mais il faut aussi que je gère la micro-entreprise. Ouais. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais c'est un cadre qui, actuellement, ça me convient bien parce que là, on a beaucoup plus de temps, période Covid. Mais probablement qu'avec les activités qui vont reprendre, j'espère, en fin d'année, faudra diminuer peut-être un des deux. On verra. Ok. Intéressante ta réponse. Au niveau du temps, le temps, comment tu le dépenses? Pour moi, c'est ta ressource la plus précieuse, puisque c'est la seule chose que tu ne peux pas gagner dans ta vie, du temps. Tu en as un temps défini, tu ne connais pas à l'avance, mais c'est défini. Et du coup, c'est comment tu le dépenses. Donc, par exemple, si tu fais 7 heures par jour d'alternance, ça te rapporte un SMIC. Est-ce que ces 7 heures, si tu les avais utilisées, par exemple, dans ton projet, elles t'auraient rapporté autant, plus ou moins? Et donc ça, c'est un truc qui, moi, me permet de choisir. Je corrèle vachement à... Alors, des fois, tu peux corréler à l'argent direct que ça va produire, si tu peux. C'est pas toujours le cas. Par exemple, si tu fais du freelance à côté ou si tu fais de l'alternance, là, tu le vois, hein, c'est une journée rapporte tant. Après, sur tes projets, des fois, si tu crées un nouveau projet et que tu es en train de faire un nouveau projet, tu sais pas. Mais faut regarder un peu le potentiel de ce projet-là. Mais il y a un vrai calcul à faire, et pareil que passer 4 heures en boîte ou dans un bar, tu peux aussi regarder combien ça te coûte et combien ça te rapporte. Par exemple, moi j'ai arrêté de sortir dans les bars et dans les boîtes parce que en fait ça me coûtait beaucoup et ça rapportait que dalle, voire ça te faisait perdre encore plus de temps et d'argent le lendemain parce que t'étais démonté. Et du coup, tu vois, ça c'est un truc que j'ai arrêté de faire. Je me suis dit, en fait, ça n'a aucun sens de faire ça, et je pense qu'il y a des meilleurs moyens d'investir mon temps, et pour autant de meet up des gens, et de créer du lien, et de faire une vraie connexion avec les gens, tu vois. Parce que finalement, par exemple, quand tu bois un coup, il y a plein de choses que ton cerveau, tu vas oublier, potentiellement, ou c'est pas du temps de qualité. Au bout d'un moment, les conversations, ça part en couille parce que tout le monde a bu, et la qualité se dégrade au fur et à mesure du temps, tu vois. Alors que si tu passes une activité, par exemple, là actuellement à Madère, tu vois, on va faire des randos avec des nomades, donc il y a plein d'entrepreneurs, et en fait tu marches pendant 4 heures, donc ça te fait faire du sport, tu parles avec des entrepreneurs de sujets trop ouf, et c'est trop stylé, le cadre est magnifique, il y a que du bénéfice, à la fin t'as des contacts de ouf, parce que t'as rencontré plein de nouveaux entrepreneurs, parce qu'il y en a un paquet là à Madère, des digital nomades, grâce à la petite pub qu'il y a eu sur tous les médias. Et du coup, là, tu vois, ça, c'est du temps que je trouve qu'il y a énormément de valeur pour moi. Tu vois, j'ai rencontré le CTO de OnCloud, qui est une des plus grosses boîtes qui fait un Google Drive open source, quoi, et qui est européen. Ils sont allemands. Enfin, lui, il est allemand. Et je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui pendant 2 heures dans une rando, quoi, et c'était fou. Et ça a fait des contacts pour mes autres projets, pour Cachetori, pour NAS, il y a plein de choses où il m'a dit, vas-y, je te mets en contact avec toutes les écoles d'Europe, les universités chez qui on a installé OnCloud. Tu me dis, je te fais des liens directs, quoi. C'est là, je fais, ok, stylé. Et ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Donc, je refais un peu la parabole à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vachement aussi important de voir quelle est la valeur de ton temps et comment tu l'utilises pour savoir si c'est le bon choix ou pas, quoi. Ouais, il y a la valeur, et après je mettrais quand même un dernier critère qui est le plaisir.
Et après, c'est difficile de quantifier le plaisir, mais si par exemple, t'as des super échanges et tout, toute la journée avec plein d'entrepreneurs, donc c'est super cool, mais on imagine que ton niveau plaisir, je sais pas, c'est 7 sur 10, tu retrouves tes potes en soirée, juste pour le soir par exemple, et là tu dis que c'est 9 sur 10, peut-être que tu vas te prendre un petit peu de temps, peut-être 1 ou 2 heures le soir pour aller boire un coup, tu vois, parce que tu auras quantifié que le plaisir était plus intense en sortant, en t'amusant, en faisant d'autres trucs, tu vois. Donc je pense qu'il faut pas voir aussi non plus que les trucs chiffrés en mode combien ça te coûte, combien ça te rapporte et qu'est-ce que tu peux en tirer de chacun de tes échanges, mais aussi le côté plaisir. Parce que si moi je joue au taf, c'est parce que je sais que j'ai une bonne ambiance et que je m'entends très bien avec tous les collègues et qu'il n'y a aucun souci, tu vois, à ce niveau-là, et que j'ai pas du tout de boule au ventre ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont des boules au ventre et ça, je trouve ça triste et malheureux. Mais quand on a le choix et du coup qu'on peut choisir entre, par exemple, être chez soi tout seul, travailler sur ses projets, donc ok, ça me rapportera plus et le potentiel gain de cette action-là va être infiniment plus grande que juste échanger mon temps contre de l'argent. Mais de l'autre côté, on va passer du temps avec des gens qu'on apprécie, ça se passe bien et puis c'est un cadre qui est sympa, quoi. Et donc là, je pense que le niveau plaisir, c'est quand même un critère qui est important de prendre en compte. Donc moi je mettrais un peu ce que tu disais, donc combien ça te coûte, combien ça te rapporte, ce que tu peux en tirer et aussi je pense côté plaisir du moment, quoi. C'est intéressant parce que dans ce que je peux en tirer, je mets le plaisir aussi, ça en fait partie. Ouais. C'est pas forcément le critère le plus proéminent parce que sinon tu fais que regarder des séries Netflix et des vidéos YouTube ou tu vas sur TikTok. Mais clairement c'est intéressant, c'est pour ça que je te disais là dans le truc de rando, clairement j'aime bien marcher, enfin faire du sport sans penser à faire du sport, donc tu vois, faire des randos c'est très bien. Le cadre c'est super beau, donc plaisir full, en plus j'ai passé un bon moment. Donc il y a clairement un gros côté plaisir aussi, tu vois. Enfin, je suis incapable de faire des trucs qui me font pas plaisir, hein. C'est à partir du moment où tu as commencé à être entrepreneur. Ouais. Je pense une fois que tu as commencé à goûter je suis capable de faire des trucs cool qui me rapportent et qui font plaisir, tu fais plus rien qui te fait pas plaisir, hein. Dès que tu as une boule au ventre, tu vois, il y a pas longtemps, on devait aller faire une rando justement à l'autre bout de l'île et je sentais qu'il faisait froid, tu vois. Mais juste une sensation. Et ça m'a déplu. J'ai envoyé un texto pendant qu'on était en voiture, on était sur le point d'y aller, j'ai dit je vais pas venir. Et en fait, ils ont commencé la rando, il y a eu un vent de ouf et finalement c'était pourri, donc ils sont revenus quand même, ils sont pas allés. Mais tu vois, j'ai annulé alors qu'on avait prévu ça depuis une semaine et j'ai dit non, je le sens pas, tu vois, sur la route. Ok. Donc maintenant c'est vraiment. Quand tu dois recevoir, tu sais, ta fiche d'impôt que tu dois tout déclarer et tout. Là, ça doit être marrant parce que le truc, il le remplit jamais. Ça fait 4 ans qu'il a jamais payé d'impôt et tout. Ouais, non, ça me saoule ce truc. Ouais. Non, après il y a. Ouais. Disons qu'il faut, dans ton calcul des bénéfices, il faut penser aux bénéfices actuels, mais aussi aux bénéfices futurs ou à la perte future, et pas déclarer tes impôts. La perte future, c'est sûr, elle va arriver, elle va être sale. Donc, faut pondérer. Mais après, il y a des choses où t'es vraiment pas obligé de le faire, et faut pas se forcer, quoi. En vrai, il y a peu de choses, à part l'État, qui t'emmerde avec des trucs des fois où t'es obligé de le faire, et encore, tu vois, c'est pour ça que je suis en Estonie, parce que j'ai pas envie de dealer avec l'État français, parce que je trouve que c'est mal foutu. Je suis en train de me barrer et de plus être résident français pour la même raison, donc tu vois, je le fais quand même. Mais et je suis super heureux, hein, franchement. Gérer ma boîte en Estonie, tu vois, c'est un vrai plaisir. J'aimerais passer plus de temps à la gérer, tu vois. Ouais, c'est trop simple. C'est tellement simple que tu peux pas passer plus de temps. T'as déjà le temps au minimum, quoi. Je sais que c'est un truc que je dis souvent, mais en gros, je passe 4 heures par an dessus. 4 heures, tu vois, une demi-journée par an. En fait, tu passes juste ton temps à créer tes factures, à faire ta compta, mais toute la partie gestion, je sais même pas en fait ce que tu fais dans tes 4 heures, tu vois, qu'est-ce qui te coûte. Il y a pas de gestion. Le seul temps que ça me coûte, c'est parce que je suis un bolos et que je perds les factures et que je mets du temps à les retrouver. Certaines, okay. Parce que je paye des trucs. Et en Estonie, c'est super flexible. Ça m'arrive de pas foutre une facture pendant 6 mois et c'est ok, tu vois. Genre, tu la mets en retard, je me fais un peu engueuler par le comptable, mais globalement, il me dit, t'as abusé un peu là. Mais sinon, ça va, il y a pas de... L'État est assez flex, tant que tu payes dans une année, donc les 365 jours, c'est ok. Non, c'est vraiment très très simple et très très cool. C'est la folie. Et le seul 4 heures que je passe, c'est parce que des fois, j'oublie des factures et que je le fais pas de suite. Mais si je le fais de suite, c'est... Ouais, je sais pas, il doit avoir 1 heure cumulée, quoi.
Mais je du le coup, fais en bien. fait, c'est que toi, ta boîte en Estonie, tu factures tes clients avec, mais il n'y a pas un autre système avec la micro-entreprise. Enfin, il me semblait que tu avais une micro-entreprise encore en France. Si, alors C'est ça. ça, je suis en train de le fermer parce que c'était une galère. Et du coup, là, je suis en train de réouvrir une auto-entreprise au Portugal parce que, en fait, quand tu as ta boîte en Estonie, la boîte, elle permet de facturer et du coup, tu fais du business. Tu factures à un autre business et l'argent arrive en Estonie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est toi, quand tu veux que l'argent il arrive sur ton compte. Et ça, c'est un autre problème. Parce que du coup, ta boîte en Estonie, elle peut facturer partout dans le monde et l'argent peut arriver à être imposé en Estonie à condition que le travail effectué soit fait sur Internet et pas en physique. Et que tu vends pas de produits physiques. C'est la condition pour que ça marche. Donc là, ça c'est OK pour moi parce que je fais tout sur Internet. Ça arrive en Estonie. Et par contre, en Estonie, quand moi je veux me faire payer, eh ben moi j'ai travaillé depuis quelque part. Du coup, personnellement, je suis obligé de payer là, à l'endroit où j'ai travaillé. C'est là où le problème commence. C'est que du coup, tu dois dealer avec d'autres États qui sont beaucoup moins modernes que l'Estonie. Et franchement, si il faisait pas si froid dans ce putain de pays, j'irais y vivre parce que ça serait beaucoup plus simple. Mais c'est quand même peu agréable l'Estonie. J'aime bien la chaleur. Tu vois, moi je suis à Madère parce qu'il fait bon et j'ai un peu besoin de ça pour me sentir bien. Donc du coup, c'est plus compliqué. Alors là, je suis en train d'ouvrir donc une auto-entreprise portugaise. C'est le cadre le plus light que je peux avoir pour refacturer ma société estonienne et pour pouvoir payer des charges sociales au pays où je travaille, puisque actuellement je le fais depuis le Portugal, et du coup, après, déclarer mes impôts au Portugal, qui seront très simples, puisque ça sera zéro, puisque grâce au statut NHR, pendant 10 ans, on paye zéro impôt personnel. Et donc ça, le côté personnel, ça sera très très simple, et le côté faire venir l'argent sur mon compte, ça sera assez simple aussi, puisque c'est une auto-entreprise, donc c'est plutôt simplifié comme système, bien que le Portugal, ça soit comme la France, c'est un bordel, les papiers. Mais disons que ça va mieux m'aller, parce que d'un côté, je vais pas payer d'impôt personnel, et ça reste quand même un peu plus petit comme pays que la France, donc il y a moins d'exceptions. Du Je coup, pourrais continuer la liste finalement, encore longtemps. mais fiscalement, ça reste quand même un peu plus intéressant, toujours de faire de ce schéma-là, de Estonie, puis micro-entreprise portugaise, plutôt que se dire, bon, bah, je suis français, je vais faire une boîte française. Ça reste plus intéressant, ce schéma-là? Fiscalement, je veux dire. Qu'une boîte française, alors fiscalement un peu, puisque sur tes impôts personnels, tu vas rien payer. Donc fiscalement un peu, c'est sûr, avec le Portugal, pas avec l'Estonie. L'Estonie, il n'y a pas Quasiment d'avantage zéro, fiscal. Les seuls avantages qu'il y a, c'est administratif, clairement par la simplicité administrative. Et le deuxième point, c'est que tout argent qui reste dans la boîte, qui n'est pas dépensé ou qui est réinvesti, tu payes pas d'impôt dessus. Ça, c'est quand même sympa. Mais ça pourrait exister en France, c'est juste qu'ils l'ont pas implémenté, c'est une loi qui marche en Europe, hein. C'est pas un paradis fiscal, l'Estonie, c'est juste que la France a décidé de récupérer le cash, l'Estonie préfère que tu réinvestisses. Mais voilà, donc il y a pas de gros avantage fiscal, mais il y a un gros avantage administratif. Pour le Portugal, il y a un avantage fiscal parce que j'y vis et que du coup j'ai le statut NHR qui permet pendant 10 ans, vu que je ramène des capitaux extérieurs au Portugal, ben, ils m'autorisent à pas payer d'impôts puisqu'ils savent que je vais les dépenser dans le pays. Ça c'est cool, mais après je vais douiller des impôts comme tout le monde. Et il y a un bon taux aussi au Portugal, c'est presque comme la France. Donc il n'y a Donc, c'est pas pas moins cher que la France, quoi, finalement. C'est à peu près pareil, sauf que là, tu as cet avantage pendant 10 ans. Mais Ouais. sinon, en tant que micro-entreprise, c'est à peu près le même taux, quoi. C'est tout pareil. Le taux Pareil. est pareil. Ok. Au niveau de l'auto-entreprise, il y a un petit différentiel qui est que si ton argent vient de l'étranger, tu as un seuil un peu plus bas. Et après, tu as le droit, en tant qu'auto-entrepreneur, de pondérer le taux de cotisation sociale de 5%. Donc, en gros, t'as 5% en moins parce que de l'argent vient de l'étranger. Après, je suis pas encore au fait de tout exactement, donc prenez pas ça pour argent comptant, mais normalement, t'as 5% en moins parce que ton argent vient de l'étranger, et tu peux pondérer de 5% les 15% restants, donc ça fait que tu peux arriver à 11% minimum de cotisation, et donc du coup, je payerai 11% de cotisation sociale et rien d'autre personnellement.
C'est le schéma que je suis en train de reprendre. Il y a une autre option aussi que je pourrais faire qui est que comme je suis nomade, je pourrais dire je suis nomade, je réside dans aucun pays plus de 183 jours, donc du coup, niquez-vous avec vos impôts personnels. Mais je sais pas, c'est un peu bizarre pour moi de faire ça. Je pense que je vis principalement en Europe et il faut quand même participer au système pour le soutenir. C'est un peu, je trouve que ça serait malsain de se dire vas-y, je paye rien du tout. Surtout que j'ai quand même envie de profiter du système quand je le peux. Par exemple, genre si j'ai des besoins de soins, j'ai pas envie de tout payer moi-même comme on pourrait faire aux États-Unis, etc. Donc je sais pas, je me dis que 11% c'est quand même c'est pas cher payé pendant 10 ans. Après ça sera 35 et quelques 40, enfin ça dépend comment tu te payes, si t'es toujours en auto-entreprise ou pas, mais ça monte quoi plus. Mais je trouve que 11% pendant 10 ans c'est pas cher payé, c'est un bon deal, c'est acceptable pour moi. De payer ce montant-là et de cotiser et d'être soignable en Europe, quoi. Ouais, t'as raison, ouais. Mais il faut le garder ça parce que quand tu vas aux États-Unis, les trucs qui coûtent des fois 50 000, 100 000 $, enfin, te faire un prêt pour juste te faire soigner, enfin, c'est terrible. Hein. Ouais. Clairement, ça me ferait très très mal au cul. Pour être grossier de faire ça. Ok, putain, je viens de regarder, ça fait 1 heure qu'on discute, on n'est pas passé aux questions de la partie 2. Parfait. Ouais, là, Parfait. Du coup, pour avancer un petit peu, donc on a parlé de tous les projets qui te rapportent, ça c'est pas mal. J'aimerais, en dernière partie 1, j'aimerais qu'on parle un peu de tes projets qui ont échoué, sur tout ce que tu as créé. Donne-moi un exemple de quelque chose qui a échoué et pourquoi ça a échoué, selon toi. Ouais, j'avais lancé un site qui s'appelait rudesociété.fr avec un ami. En fait, c'était un site où on voulait tester l'affiliation Amazon. Et en fait, le but, c'était simplement de faire de l'affiliation sur plein de jeux de société. Donc, je sais pas, je n'ai même pas de nom de société. Ça peut être, je sais pas, des Cluedo, La Bonne Paye, n'importe quoi. Et c'est de les référencer, d'avoir un petit peu son Amazon des jeux de société. Et du coup, on s'était un peu ouvert à tous les programmes d'affiliation. Donc, on avait testé avec KingJoey, avec je sais plus ce qu'il y a en fait, on avait vraiment testé toutes les marques et on a essayé de voir donc s'ils proposaient de l'affiliation. Donc, c'était principalement Amazon. Et en fait, donc on a développé ça pendant 2 mois, je crois. Donc, on avait un site qui était super sympa avec un petit logo, tu vois, une bonne identité de marque, on avait le nom de domaine, tout était parfait, quoi. On avait commencé à référencer, je pense, une 50aine de jeux. Et en fait, on a rencontré le problème qui est de pas trouver de trafic. Et en fait, il y avait personne qui venait sur notre site. Donc, je le publiais un petit peu, sans vouloir trop saouler les gens. Et en fait, moi, la grosse problématique que j'ai toujours eu d'ailleurs, hein, c'est comment générer du trafic et comment faire en sorte que les gens prennent conscience qu'on a notre site qui existe et qu'il faut y aller, tu vois, etc. Et je pense aussi parce qu'on n'avait pas un site qui était... comment dire, en fait c'est un site qui est de niche et que les gens doivent rechercher s'ils ont envie. Tu vois, c'est pas un site où tu vas te dire tiens, le dimanche je vais checker rudesociété.fr, tu vois, pas du tout. Ouais. Donc c'était pas du tout un truc de divertissement ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment des gens qui étaient basés sur la recherche. Et du coup, pour se positionner sur la recherche Google, c'était en année, tu vois, faut créer du contenu, ou faut créer des articles, créer des choses comme ça. Et au final, ça a duré 3-4 mois, je pense, on va dire cette aventure de société. Et après, on a arrêté parce que, en fait, on voyait qu'à côté, Udemy, ça marchait très bien. Donc, en fait, à quoi ça sert de continuer à dev un tool ou faire des articles, tu vois, alors que tu fais 300-400 euros en formation Udemy, quoi. Donc, c'était un petit projet sympa, mais problème, le trafic. Comment générer le trafic. Voilà. Ok. Toi, t'as déjà lancé des sites un peu comme ça, de niche Oui, là, dernièrement, celui que j'ai lancé là pour Airbnb, je l'ai pas encore lancé parce que j'ai juste fait un mini POC pour voir si ça marchait, mais l'idée était du coup, c'est une problématique que j'ai vécue sur Airbnb. Quand tu veux louer longtemps, Airbnb, ils prennent énormément de thunes et c'est ni à l'avantage du loueur, ni à l'avantage de celui qui loue. Parce que c'est super bien pour de la courte durée, ça te protège beaucoup, mais quand tu fais de la longue durée, c'est pas du tout pareil. Toi, t'aimerais visiter probablement l'endroit où tu vas vivre pendant des mois. T'aimerais être en contact avec le mec, pouvoir lui donner ton numéro, ton adresse pour se voir, enfin bref. Et tout ça, ça marche pas forcément. En plus qu'ils prennent énormément d'argent pour pas grand-chose pendant autant de temps, tu vois. L'aide est beaucoup moins présente qu'ailleurs, que quand t'es sur une semaine ou sur 2 semaines.
Et du coup, tu peux pas envoyer tes contacts dans Airbnb. Et c'est un peu relou, donc faut faire de la filouterie, parce que c'est un super moteur de recherche Airbnb, et pour les annonces long terme, je pense qu'ils auraient un deal à faire du genre, vous payez Airbnb direct, enfin un fee fixe, tu vois, au-delà d'un certain nombre de jours. Mais bon, ils le font pas parce qu'ils font énormément d'oseille sur ça aussi, sur les nomades. Et du coup, je me suis dit, en fait, moi j'ai déjà envoyé par message mes contacts, genre en le transformant en base 64, un truc de dev un peu, en expliquant aux gens comment le détransformer. Et ça les a fait rire, en plus que ça leur ait plu et qu'on est arrivé à dealer comme il faut, grâce à ça, hein, de se rencontrer, de visiter l'appart, etc. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un site qui permet de facilement envoyer son contact sur Airbnb par message, avec un truc encodé, et du coup, je vais ranker le site un petit peu pour qu'il se trouve facilement. Ça s'appelle BNB Contact. L'idée de la monétisation, c'est pour les loueurs. Eux, s'ils veulent envoyer des liens comme ça avec leurs contacts facilement, en fait, je rends le lien dispo que 10 minutes. Et si tu veux l'avoir lifetime, ton lien, ne plus avoir à le recréer à chaque fois, tu payes, en fait, tu payes un petit abonnement. Et voilà, donc, mais en fait, c'est que tu peux envoyer un lien dans la messagerie de Airbnb. C'est ça? Mais tu peux pas envoyer un numéro de téléphone, un truc comme ça. Tu peux ni envoyer un lien, ni envoyer un numéro de téléphone, ni envoyer rien du tout qui semble t'identifier. Donc moi, ce que j'envoie, c'est une séquence de 3 mots. Et je prépare un message que l'utilisateur qui veut envoyer son contact crée. Et dans ce message, il dit « Type on Google BNB Contact and type my code, you will find my info ». Et du coup, les deux personnes rentrent leur email chacun dans le formulaire, un avec le code, et je les mets en contact par email, en direct. Okay. Et voilà. D'accord. Et donc là, tu es sur donc le POC de ce projet-là, et tu es en train de chercher du trafic à amener sur ton site, quoi. Alors, j'ai fait le POC pour voir si c'était fonctionnel. Je vais aller le tester auprès d'utilisateurs. Là, je vais contacter des gens d'Airbnb. Une fois qu'il est fini, là, il manque à faire un peu... Le front n'est pas terminé, quoi. Il manque la gateway de paiement et à refaire la page de vente un petit peu, puisque là, j'ai juste fait le formulaire qui transforme qui crée le code, et celui qui transforme le code en contact, quoi, en prise de contact. J'ai fait ça. Maintenant, il faut faire la page de vente. Et après, recontacter les gens avec qui j'ai déjà eu des contacts sur Airbnb qui ont utilisé le système base 64 avec moi, et pour leur dire est-ce que ça les intéresserait de pouvoir faire ça, quoi. Voilà, donc du coup c'est ce que je fais sur ce projet-là, et j'essaye un peu de faire des petites niches comme ça. Je teste des trucs. J'avais testé aussi sur LinkedIn de faire des statistiques LinkedIn où je me suis mangé les dents parce que technologiquement tu reposes sur ce que fait LinkedIn sur son front, puisqu'ils n'ont pas d'API, et du coup enfin sur le site pour ceux qui comprennent pas front, et du coup ça cassait tout le temps, et j'ai arrêté de le maintenir. Faut que je le down. Il y a des gens qui vont toujours dessus, qui essayent de se connecter, mais c'était une extension, hein. C'était une extension Chrome, je crois, c'est ça? C'est ça, c'était une extension Chrome avec un petit site web qui récupère tes stats quand tu postes sur LinkedIn. Et je suis un maker sur Twitter qui fait la même chose pour Twitter, où il a un vrai produit qui marche. Enfin, il est à 1500 € de MRR, tu vois. C'est trop bien. Et à un moment donné, il a parlé de LinkedIn, et j'ai dit, vas-y mec, bonne chance. Et il a répondu, ouais, non, c'est dead, il n'y a pas d'API, je vais pas le faire. ouais, c'est sûr, c'est problématique, ouais. Peut-être un jour, ils vont l'ouvrir, hein, leur API, mais enfin, j'y crois pas trop, je sais pas. Ouais, non, je pense que... En vrai, je pense que c'est un peu comme Twitter. Pendant longtemps, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. Tu sais, c'était quoi leur business, etc. Là, je trouve qu'en ayant racheté GetRevue, en ayant parlé de la créateur économie et de faire des trucs pour aider les créateurs, je pense qu'ils ont vraiment enfin compris qui était leur utilisateur. Et ça va tout casser, je pense, Twitter dans le futur, pour nous en tant que créateurs. Et je pense que LinkedIn, c'est un peu pareil. Ils ont toujours pas compris c'est qui leur utilisateur, avec comment leur rendre service, et du coup ils font de la merde, parce que c'est dur quand tu sais pas qui sont tes vrais utilisateurs, qui seraient prêts à payer pour ton produit, etc. Donc je pense que ça viendra un jour, mais et ils ont des sous, donc ils ont le temps de trouver, mais voilà, pour le moment c'est pourri, ils répondent pas vraiment aux besoins des gens, et ça viendra, je pense. Contrairement aux boîtes françaises, quand tu te lances et que t'as pas tes fonds, ils descendent vite. Eux, c'est quand même une boîte américaine qui ont levé beaucoup, qui ont eu beaucoup d'argent. Ouais, puis après, ils ont quand même aussi des gros canaux pour gagner de l'argent avec leur outil de promotion et tout. Enfin, c'est quand même...
ils ont encore largement de quoi venir. Oui, c'est ça, c'est ça. Ils ont largement de quoi venir, même s'il y a beaucoup de gens insatisfaits sur LinkedIn. Ou peut-être à un moment donné, ils se feront détruire par quelqu'un qui va faire le LinkedIn bis. On verra. Un peu mieux. J'ai vu qu'il y avait plein d'alternatives qui essaient de se créer, mais personne a la notoriété de LinkedIn, quoi, pour le moment. Ouais, LinkedIn, c'est vraiment la référence B2B, quoi. Donc là, franchement, je pense qu'ils ont créé une marque qui est quand même assez ouf. Difficile de la détrôner, je pense. Ouais, clairement. Après, je pense que tu peux grossir sur leur dos. Ça peut être envisageable, quoi. Mais bon, ça veut dire scraper toute leur base de données, etc. Ils vont pas être contents. Ouais, c'est ça. Ils sont assez regardants sur ça. Moi, je sais que rien que le projet qui allait... mon extension qui allait scraper tes données, il me l'a bloqué assez rapidement, quoi. En plus de ça. Du coup, on va attaquer les questions de partie 2. C'est quoi les objectifs avec tes projets? C'est quoi tes objectifs avec tes projets? Pourquoi tu fais tes projets? Je dirais en gros, l'objectif principal, moi, c'est de bosser un petit peu de manière toujours asynchrone, c'est-à-dire faire quelque chose qui, après, se dissocie de mon temps. Donc, quand je vais faire une vidéo YouTube, je vais me dire, elle est dispo H24 après que je l'ai faite. Et donc, les gens peuvent la consulter quand ils veulent. Quand je vais essayer par exemple de rédiger, pourquoi pas, des articles, des choses comme ça. En fait, j'ai toujours essayé de faire en sorte que mon travail soit dissocié de mon temps. Alors, ça veut pas dire que je vais totalement arrêter tout ce que je peux faire en live, mais essayer au maximum d'avoir justement ces revenus, on va dire, ou ces projets qui soient dissociés, voilà, de mon temps. Et du coup, en fait, ma stratégie un peu pour ça, c'est de travailler un peu sous forme de bloc. Donc, j'essaie de faire un bloc. Donc là, par exemple, au tout début de mes études, j'avais fait un bloc pour Udemy pendant 2 ans. Donc, j'ai bien travaillé sur Udemy. Je vais vachement délaisser ma chaîne YouTube à ce moment-là. Donc là, c'était mon gros bloc Udemy. Là, ça s'est bien consolidé. Et là, depuis, je l'ai pas trop retravaillé. Là, en ce moment, je suis en train de faire mon bloc YouTube, où là, je vais essayer de rebooster ma chaîne YouTube principale, parler autour des finances et tout. Et du coup, ce bloc-là, en ce moment, je suis en train de le faire. Donc là, j'ai plusieurs marques qui me contactent. Je vais essayer de faire le plus de vidéos possible. Parce qu'avant, je faisais peut-être une vidéo par mois. Là, je vais essayer d'en faire à peu près une par semaine. Et après, une fois que ce blog YouTube... En fait, je pense que le blog, je le fais quand je suis un peu saoulé de le faire. Donc peut-être que d'ici 5-6 mois, peut-être que YouTube, ça va me saouler de faire des vidéos sur ces sujets. Je ferai autre chose. Mais en attendant, YouTube va toujours tourner derrière ça. Et ce qui fait que ça m'assure, je pense, une sécurité. Donc c'est un peu le mode de fonctionnement que j'utilise, quoi. Ok. Intéressant. Et comment ça t'est venu le système de blocs? C'est venu un peu naturellement ou t'as lu quelque chose en fonction de ça? Ouais, je pense que c'était un peu naturel. En fait, une fois que t'es dans le momentum, tu vois que t'es sur une plateforme en question, donc là c'était par exemple Udemy au tout début, après tu connais bien les codes et tout, donc tu dis franchement je suis bien lancé, autant y aller assez longtemps. Et en fait c'est là où je voyais que je faisais une action et ça me rémunérait direct, donc pour moi c'était assez évident de continuer sur Udemy. Et en fait après au bout d'un moment Udemy ça m'a un petit peu pas saoulé, mais je pense que j'avais fait le tour du fait de créer des formations, parce qu'après j'allais me répéter, ou j'avais pas vraiment de trucs frais, tu vois, à dire. Donc je me suis dit vaut mieux se taire quand on sait pas quoi dire. Et sur YouTube ça tournait un petit peu pendant ce temps-là, mais ça rémunérait pas trop. Et en fait c'était dommage, parce que je me disais il y avait un potentiel. Et donc c'est en faisant quelques vidéos en plus où là je me suis dit en fait il y a un potentiel, donc je vais creuser ça. Et ce qui a fait que je pense j'ai switché de projet, c'est parce que je me suis dit ailleurs il y a peut-être un autre projet. Donc c'est un peu, je pense, j'ai fait un mix entre je vois que ça marche bien actuellement, donc je continue, puis ensuite je vois un petit peu l'objet brillant à côté, donc vas-y je vais essayer d'y aller. Et tu vois, j'essaie de naviguer un peu dans tout ça. Parce que là, quand je dis ça, on peut se dire putain, il a bien trouvé, Udemy ça marche bien, YouTube ça marche bien et tout. Mais j'ai testé d'autres trucs. Là en ce moment, je suis en train de développer un logiciel pour gérer les compétitions de CrossFit. Ça fait quasiment un an que je travaille dessus. Pour le moment, ça marche pas du tout, hein. J'ai toujours pas de clients et tout. Donc je suis quand même en train de bosser dessus. J'essaie de trouver. Surtout qu'en fait, c'est surtout la période Covid qui fait que là en ce moment le CrossFit c'est un peu dead. Donc là, je peux pas trop faire grand chose dedans dans cette thématique. Mais en fait c'est surtout c'est un mix entre ça marche bien et je vois un peu l'objet brillant, et j'ai eu de la chance à chaque fois je pense, et ça marche bien quoi, donc c'est cool. Ok, intéressant. Tu viens de me faire penser que du coup moi aussi j'ai une application pour des trucs de CrossFit, donc c'est un timer,
Et il y a peut-être une problématique à résoudre intéressante. Tout à l'heure, tu disais que tout le système communautaire du CrossFit, tu l'as pas pendant le confinement ou pendant la période Covid. Et ça serait intéressant de voir si tu contactes les gens et que tu leur dis peut-être une application où tu peux te meet up et tu fais un visio à plusieurs finalement, où tout le monde fait sa séance ensemble. Est-ce que ça les intéresserait? Ouais, totalement. J'avais essayé de faire une petite compétition avec ceux que je connaissais, via ma salle de CrossFit, justement sur l'outil que j'utilise, enfin que je suis en train de faire. Et ça avait bien marché. Il y avait une petite vingtaine de participants, donc c'était cool en vrai. Et puis c'est sympa de voir des gens que tu connais, tu vois, utiliser un peu ton service et tout. Et donc je pense que c'est à creuser. Il faudra avoir un peu plus de temps, le faire et tout. En fait, c'est que l'organisation, ça prend du temps, tu sais, de préparer un petit peu l'événement, tu vois, essayer de communiquer. Et surtout le temps de communication qui est assez chronophage, tu vois. Le fait de recontacter les gens, leur dire, oublie pas, la compétition, c'est ce jour-là et tout ça. Donc c'est aussi pas mal de taf et c'est vrai Est-ce que tu as vu des cours en ligne de CrossFit? Parce que j'ai vu que ça se faisait pour le yoga par exemple. Mais est-ce qu'il y a des mecs qui ont fait du coaching en ligne? J'ai jamais vu de cours en ligne, c'est-à-dire plutôt en vidéo à la demande, j'ai jamais vu ça. Par contre, t'as pas mal de mecs qui font des cours de coaching en ligne, un peu en live, ou qui vont faire quelques vidéos, mais alors c'est pas vraiment du CrossFit, ça va être plutôt de l'haltérophilie, ça marche bien aussi. Du coup, en fait, les gens montent des vidéos sur comment gérer ta posture quand tu vas soulever des barres et tout. Okay. Ce sera jamais vraiment CrossFit. Et en vrai, ce qui marche bien, par contre, niveau CrossFit, c'est les programmations. Donc, tu vas avoir par exemple Willy George qui est un grand crossfitter qui va créer sa propre programmation. Donc, il va dire le lundi on fait ça, le mardi on fait ça, etc. Et en fait, les gens s'abonnent sur un abonnement mensuel. Et en vrai, je pense que c'est quand même un très très bon business parce qu'en plus, comme il a une très bonne image dans le monde du CrossFit, il est très suivi et c'est sûr, ça doit très bien marcher, je pense. Et tout ce qui vend, c'est juste le programme qui t'envoie en mode email comment tu le reçois? Alors moi, j'ai jamais testé, mais j'ai des amis qui le suivent et je crois que c'est ça. En fait, alors c'est pas que par texte. T'as la version texte, mais t'as aussi une petite vidéo qui t'explique on va faire ce mouvement-là, donc il te réexplique le mouvement. C'est un petit peu, on va dire, ton entraînement du jour, quoi. C'est un peu comme si, tu vois, Thibaut InShape sur sa chaîne YouTube, il faisait payer ses vidéos d'entraînement 5 minutes, etc. Ok, intéressant. Parce que du coup, avec Shannon, ma copine, on fait des vidéos, des lives où on fait du yoga tous ensemble. Et je me demandais vraiment s'il y avait eu quelque chose comme ça. Parce que c'est très communautaire pour le coup, alors que ça l'est pas tant le yoga. Alors que le CrossFit, ça l'est plus naturellement. Donc je me demandais s'il y avait ce système qui avait été transformé en mode remote, quoi. Ouais, je pense que ça existe pas trop. Parce qu'en fait, je pense que les gens qui font du CrossFit, ils recherchent vraiment le contact humain, tu vois. Je pense que c'est communautaire dans le sens, on va se faire un barbecue le dimanche et tu vois, on est tous ensemble. On est, je pense, on va se faire un footing, on va se faire un foot. Tu as un peu ce truc-là de, on va se voir, quoi. Tu vois, je pense. C'est, effectivement, ça marche pas à distance, ça. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est une bonne idée, hein, faut creuser. Intéressant. Mais c'est toujours, je pense que c'est bien aussi pour les auditeurs de voir comment naissent les problèmes et non pas les idées. Donc comment tu sources un problème et tu te dis est-ce que c'est est-ce qu'une idée peut naître de ce problème et un petit peu pour trouver le bon chemin pour créer des projets, quoi. Parce que c'est vraiment ce que j'essaie de pousser maintenant, c'est de chercher des problèmes avant de chercher des idées et de trouver des idées pour résoudre ces problèmes et pas juste une idée. Et pas te dire j'ai vu cette nouvelle techno qui a l'air trop cool, vas-y je vais faire un projet dessus. Non, ça s'appelle de la R&D. C'est pas du tout la même chose. La R&D, c'est faire de la recherche. Et les recherches, il n'y a aucun chercheur qui est devenu riche. Il s'amuse, tu t'amuses beaucoup en faisant de la R&D, mais tu fais pas d'oseille. Ou alors de manière un peu aléatoire. Ouais, mais même subventionné, c'est quand même pas très rémunérateur en France, la recherche. De temps en temps, de la recherche sort un projet qui peut être intéressant, mais en général, c'est pas le chercheur qui en bénéficie, malheureusement. Du coup, on va passer un petit peu sur les dernières questions de fin. Donc, est-ce que tu as des projets dans le futur que tu aimerais parler, que tu comptes faire?
Bah là actuellement, ce qui me prend du temps, ça va être la chaîne YouTube où j'essaie de parler de finances personnelles, parler un peu de mes investissements sans être, on va dire, un peu le cliché de l'entrepreneur qui va dire créer un business en vendant le fait de créer un business. Enfin, tu vois ce que je veux dire, qui va vendre des formations sur comment créer un business. Voilà, ce cliché-là, j'essaie justement de le bannir de ce que je vais faire. Donc, j'essaie toujours essayer de faire des trucs originaux qui vont essayer d'apporter en vrai de la valeur aux gens et toujours être honnête. Tu vois, pas. J'ai pas envie que les gens se disent en voyant mes vidéos, putain, le mec il fait tout en professionnel, c'est super léché, du coup c'est plus du tout authentique. J'ai envie que ce soit juste moi et que je partage en fait mes expériences qui marchent et qui marchent pas. Notamment, on en parlait d'ailleurs dans le Discord, le chantier, avec beaucoup de personnes qui ont investi sur Mintos, où en fait Mintos annonce des rendements, enfin rendements entre 12 et 13% par exemple. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils retirent tous leurs billes. Moi, de mon côté, c'est à peu près ça, sauf que c'est pas incroyable. Et du coup, je pense que je vais aussi retirer mes billes. Et en fait, c'est que tu as tous les youtubeurs, ils vont faire des vidéos en mode Minto, c'est incroyable, 13% par an et tout. Ils vont te mettre le lien affilié, mais derrière, ils vont jamais te parler de leurs chiffres et de concrètement qu'est-ce qu'ils gagnent réellement, tu vois. Et du coup, moi, j'ai vraiment. Là, je pense que je vais faire une vidéo justement sur ce sujet pour parler de Mintos parce que c'est un sujet très particulier où moi j'ai l'impression que c'est pas super intéressant et je préfère mettre cet argent par exemple en bourse ou sur d'autres projets en apport sur un appartement ou un truc comme ça, quoi. Du coup, voilà, c'est la chaîne YouTube en principal. Je vais essayer de faire développer donc ce projet de gestionnaire de compétition de CrossFit qui s'appelle wodnow.fr. Donc, peut-être à voir d'ici quelques années, ce sera peut-être une référence, mais j'y crois pas. On va essayer. Et voilà. Et après, j'ai pas d'autres projets globalement, si ce n'est que peut-être refaire des formations sur Udemy, mais pas d'autres projets transcendants qui vont arriver, quoi. Ok, intéressant. C'est vachement intéressant ton point sur MindOS et sur la transparence parce que c'est vraiment un truc qui manque des fois sur YouTube où dès que c'est affilié ou quoi, ou qu'il y a une affiliation possible, tout le monde donne le meilleur et puis t'as pas les mauvais côtés. Et moi je l'ai ressenti comme toi sur MindOS. C'est bien, j'ai 12% de revenus, mais j'ai 140 € d'argent in recovery, donc en fait j'ai fait 3%, moins les frais MindOS, j'ai fait 0%, quoi. Ouais, c'est ça. Yes, merci. Et l'argent est bloqué pendant, 10 mois, un truc comme ça, le temps que les prêts se terminent, donc c'est super long. C'est ça. Et non, mais c'est vrai qu'il faut être objectif et tout, et puis ouais, c'est ça, faut être authentique, je pense. En plus, c'est ce qui va arriver. Je pense que les gens vont s'identifier avec ceux qui sont normaux, tu vois, qui vont partager des expériences positives comme négatives. Et ça fait aussi que ça donne de la richesse, parce que si tu fais que des trucs positifs en mode ça marche, ça marche, ça marche, je sais pas, ça fait un peu trop vendeur de rêve, tu vois. Donc, je pense que c'est bien aussi de montrer les échecs. Et ça finit en vendeur de tapis, et puis. Et après, ça roule en Lamborghini, tout ça. Trop bien. Hey, jeune entrepreneur. Ouais, oh là là, terrible. Ouais. Mais tu sais que, improbable mais hors sujet, ce mec fait plein de vidéos et il a fait des clips de musique et enfin il a trop bien surfé sur son buzz. Enfin, très fort. Suite à son buzz, il a fait des clips de musique ? Oui, Wow. qui font beaucoup de vues. Mais je crois qu'il a été, il me semble qu'il a été condamné, non, pour. J'avais vu dans un journal local, je crois qu'il a été condamné à quelque chose parce qu'il incitait les gens à je sais plus trop quoi. Faudrait que je vérifie mes sources. Ouais. Mais en fait, oui, il a été, alors pas condamné, mais en tout cas, il a été mis un peu face à la justice, face à son caca, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, il a dû publier sur ses réseaux sociaux et sur YouTube un truc comme quoi, en disant que il était potentiellement un arnaqueur, quoi. Mais du coup, il a C'est ouf. il a surfé sur ça aussi. Et donc, il a fait une vidéo en mode « Je suis un arnaqueur » sur YouTube, mais un arnaqueur bienveillant, et il vaut mieux me donner votre argent à moi qu'à quelqu'un d'autre. Ah ouais. Enfin, très très drôle. J'ai été choqué. J'étais là, je fais « mais... » En vrai, il est bon en marketing. Enfin, il a su comment bien surfer sur la vague, quoi. C'est fou. C'est ça. C'est ce que j'ai trouvé très très beau dans ça, c'est qu'en fait, des fois, il y a des mecs qui font des trucs totalement absurdes et en fait, ça permet de te lancer, tu vois. C'est l'histoire de Maxence, par exemple, le chanteur. Je sais pas si tu connais.
ouais, YouTube, chanteur, il fait plein de trucs, mais il s'est lancé parce qu'il allait faire de la merde à La France a un incroyable talent, où il a dit qu'il était, c'était quoi en gros, qu'il détruisait les musiques. C'était ça son talent. Ah, mais il était pas connu avant ça? C'était ça son... Non. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ça l'a fait exploser. Ça l'a fait exploser. Ok, je pensais qu'il avait déjà fait son contenu un peu, tu sais, cloud... je sais pas comment on appelle ça, des chansons un peu en cloud, quelque chose. C'est en gros le fait d'avoir sa voix... Enfin, s'il a une voix un peu spéciale dans ses clips musicaux. Ah, d'accord, oui. Oui, je vois. Il y a un type de musique en fait, il est passé 2 fois, je crois, à Incroyable Talent. Et la première fois, il était vraiment pas du tout connu. La deuxième fois, il était un peu plus connu déjà. Ce qu'il avait fait le buzz la première fois. Du coup, c'est pour ça qu'il y est revenu. Et ça a bien marché. Et là, je vais interviewer un mec qui s'appelle Théo Lavabo, que tu as dû voir passer aussi, qui a fait la même chose. Ah ouais? Sur Incroyable, ouais. Enfin, la France a un incroyable talent. Ouais, alors je sais plus si c'est La France a un incroyable talent ou si c'est une autre émission, mais pareil, il est passé en faisant une musique qui a vraiment entrechoqué et tu vois les gens un petit peu, et du coup il a buzzé là-dessus. Il est revenu dans l'émission, dans la même émission 1 an plus tard, il a rebuzzé là-dessus, et maintenant il a des musiques qui font pas mal de vues, enfin pas mal d'écoutes et pas mal de vues quoi. Et du coup il a un début de carrière. Qui promet, quoi. Ça veut dire peut-être Chipolata. Chipolata, ouais. Chipolata. Et je trouve que c'est génial, cette idée, cette façon d'entreprendre, qui est que t'arrives à te dire, bon, ok, je vais commencer avec un truc bidon, mais on s'en bat la race. Dans 5 ans, tout le monde aura oublié, peut-être, que j'ai fait le couillon à une émission de télé, mais en tout cas, ça va m'aider grave à me lancer, et je vais gagner du temps, parce que si tu fais le cheminement normal, ben ça met du temps. Et souvent, ce qui va te faire grandir d'un coup, c'est t'as fait une bonne vidéo qui a fait du buzz, parce qu'elle était au bon moment ou parce que quelqu'un en a parlé. Mais c'est toujours une histoire d'un moment donné, le truc a buzzé. Ou alors si tu buzzes jamais, ben, tu vas mettre des années à avoir beaucoup de vues, quoi. Et du coup, autant jouer le jeu du buzz et essayer de faire un truc un peu fun et que tu kiffes, parce que je pense que Maxence, il a kiffé aller massacrer une musique devant tout le monde, et Théo, pareil, il a kiffé aller chanter ces trucs qui le font bien rire devant tout le monde, tu vois. Et en plus de ça, ça fait le buzz, donc je pense que c'est un bon truc. Ouais, c'est un bon moyen. Après, il faut vraiment assumer. Hein, tu vois, faut se dire, est-ce que dans 5 ans, si quelqu'un vient m'en reparler, est-ce que j'assume, tu vois? Ouais, aussi, clairement. Ouais. Clairement, mais bon, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je veux l'avoir dans le podcast, parce que je pense que c'est un très très bon feedback. Et bien, on va passer à mes questions finales, puisqu'on traîne, on discute, et la discussion est super intéressante, mais au bout d'un moment, les gens, ils vont en avoir marre. C'est clair. Ça fait combien de temps là? J'ai pas vu. Là, on est à 1h25, quelque chose comme ça. Oh là là. Ouais. Du coup, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur les questions, donc un peu pourquoi tu fais ça. Là, on va passer à la question, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets? Moi là, je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise, plus tôt en tout cas, c'est le fait, ce que je disais au tout début de l'épisode, c'était le fait de pouvoir collaborer, et le fait que l'échange, c'est la clé, et qu'il faut vraiment aller chercher les opportunités, aller chercher les rencontres, les contacts. Et en fait, c'est dans les rencontres, les discussions qu'on apprend tellement. Et je pense que c'est depuis que je suis j'ai la sensation d'être plus communautaire, on va dire, que j'ai beaucoup plus appris. Et aussi, il faut pas du tout avoir peur de poser des questions, tu vois, des questions bêtes. Des fois, moi, par exemple, tu vois, en fiscalité, j'y connaissais rien, en entreprise, j'y connaissais rien. Et des fois, je me posais des questions, mais connes, mais par exemple, c'est qu'est-ce que la TVA, ou alors comment est-ce qu'on récupère la TVA. Enfin, bon, après, là, c'est des questions un peu plus techniques, mais où là, je donne des exemples précis, mais essayer de poser des questions des fois bêtes. Et puis, en vrai, il n'y a jamais de questions bêtes, c'est toujours des questions qui vous permettent de gagner en connaissance. Donc, moi, je dirais que
les points qui m'auraient le plus apporté, c'est le fait de dire que collaborer, c'est la clé, et aussi qu'il faut échanger, contacter, discuter. Et si vous connaissez pas des gens qui sont entrepreneurs dans votre entourage, allez chercher des gens qui sont entrepreneurs, peut-être sur Internet, discutez avec eux, faites des petits groupes de discussion, des WhatsApp et tout, et peut-être prévoyez rejoignez le chantier. Et rejoignez le chantier, évidemment. Prévoyez de faire des calls avec des gens et tout, et c'est tellement nourrissant en vrai. En tout cas, pour le monde de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est très enrichissant. Ouais, bah, c'est vraiment un truc qui est oublié des fois quand tu te dis je me lance en indépendant. En indépendant, ça veut pas dire tout seul. Tout seul, c'est une bêtise parce que tu vas ramer des années sur des trucs où tu aurais parlé 5 minutes avec un mec qui t'aurait dit moi je fais comme ça et t'aurais fait ah oui. et c'est fou. C'est fou. Pour l'application de CrossFit Captime, pareil, tu vois, je la vends 2 balles et il y a plein de gens qui la téléchargent et qui sont super contents. Mais en fait, c'est 2 balles et après, c'est plus rien. Et il y a pas longtemps, je parlais avec un mec qui m'a dit, mais si les gens, ils te mettent 5 étoiles et que t'as des téléchargements, il me dit, mais fais pas ça. Pourquoi tu la vends 2 euros? 2 euros à tout jamais, mais c'est peu cher payé. Fais un truc avec un abonnement, même si c'est 2 euros par an. Tu seras largement plus gagnant. Et je dirais, putain, je suis con. C'est fou. Et du coup, t'as changé ça? T'as mis un abonnement, du coup? Je vais le changer, ouais. Je vais le changer. Je suis en train de faire des trucs dans l'app, mais ouais, je vais le changer. Tellement mieux. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, je suis très aligné avec ce que tu dis. Et du coup, ta citation préférée? Alors j'en ai 2. Enfin j'en ai une qui me fait vachement rire, qui est Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Parce qu'en fait, cette expression, à chaque fois que je la dis, personne comprend le sens de cette expression. Donc moi, ça fait toujours rire de la réexpliquer, en fait. Et souvent, les gens, ils vont se dire Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça veut dire, en gros, que tu gagnes jamais d'argent. Enfin non, en fait, ça dépend. Il y a certains, ils vont. Enfin, toi, qu'est-ce que, par exemple, tu en comprends de cette expression? Ouais, je sais pas, à première vue, je pense que l'idée première, ce serait de dire un truc qui avance, ça fait pas forcément d'effet cumulé. En gros, ça fait rien de spécialement plus gros, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ah ouais, c'est ouf parce que c'est très rare les gens qui comprennent l'expression, le sens de cette expression, parce que c'est exactement ça. C'est le fait de dire que si on est sédentaire, qu'on reste à l'endroit où on est et qu'on peut, on va dire, amasser de la richesse sans forcément sur le côté argent, mais sur le côté connaissances. Tu vois, si tu restes dans ton domaine toute ta vie, forcément tu vas avoir beaucoup plus de connaissances que si tu switches à chaque fois de projet, de ville, d'endroit ou de thématique. Et du coup, rester dans sa même thématique et de creuser dans sa thématique, ça te permet d'amasser de la mousse. Voilà. Et je trouve que c'est marrant parce que les gens, chaque fois, ils comprennent jamais cette expression. Et du coup, tiens, mauvais exemple, tu comprenais l'exemple. Et l'autre citation que moi je kiffe bien aussi, qui est un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et ça, c'est une expression que mon père me disait. Et ça, elle est tellement vraie. C'est qu'en fait, je préfère largement avoir... Alors, pour expliquer un petit peu cette expression, ça veut dire quand on vous propose, par exemple, un projet, vaut mieux que la personne vous dise... au lieu de vous dire, je vais te payer 500 euros tout de suite ou je vais te payer 1000 euros demain, moi, je préfère prendre les 500 euros tout de suite parce qu'au moins, je suis sûr de les avoir, alors que les 1000 euros demain, c'est moins sûr, quoi. Et donc, si vous voyez des gens qui vous disent viens, on s'associe dans un projet, j'ai une super idée, ça va trop bien marcher et tout... ou je te prends en freelance et je te paye, 300 ou 500 euros la journée, moi je préférerais prendre le freelance parce que le peut-être dans 3 ans ça entrera en bourse, j'y crois pas trop, tu vois. Donc c'est un petit mantra que j'ai, tu vois, c'est toujours de faire attention, d'être un peu méfiant sur la carotte, tu vois, et de dire un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Je sais pas si t'as pu l'expérimenter aussi, ce cas-là. Ça dépend, je pense qu'il y a des choses où l'investissement est intéressant, mais il faut toujours prendre en compte qu'il y a un risque, et je pense qu'on est très mauvais à évaluer le risque. Donc du coup, il vaut mieux souvent faire ce que tu dis, de prendre le maximum dès qu'on peut, parce que quand tu es mauvais à évaluer le risque, il faut le savoir et l'accepter, du coup tu vas dire « Ah ouais, cool, on pourrait gagner des millions dans 10 mois », mais en fait, ça c'est si... le mec que tu veux t'associer, il est bon, si toi t'es bon, et souvent on surestime ça ou on se rend pas compte que c'est pas juste une bonne idée, il y a plein d'autres facteurs, il faut avoir le bon réseau, les bons contacts, il faut être prêt, il faut que le marché soit prêt, enfin il y a énormément de choses qu'on n'arrive pas à évaluer et on se dit ah ouais mais c'est une trop bonne idée, on va gagner des millions. Donc ouais,
clairement, disons que j'applique ce que tu dis là, le 1 tien vaut mieux que 2 tu l'auras, dans 70 à 90% à 80% des cas, et je garde une partie de choses où j'investis en tant qu'investisseur en fait. Mais il faut pas faire que tout ce que tu fasses soit que de l'investissement, sinon c'est stupide. Tu fais que de l'investissement à risque, quoi. Ouais, tu sécurises pas un petit peu, quoi. Donc vaut mieux sécuriser un petit peu à côté. Mais plus jeune, je faisais justement ce qu'il faut pas faire. Tu vois, j'ai bossé pour des startups où on m'a dit ouais, mais t'auras des parts de la boîte, et je bossais pour 1000 euros. Ouais. Voilà, et au bout de 2 ans, on n'avait toujours pas signé les papiers, j'avais envie de me barrer, ils m'ont dit ah ouais, mais si tu pars maintenant, t'auras pas les parts. Et je dis ouais, mais enfin quand je suis rentré dans la boîte quand même, on m'avait dit que c'était 2 ans le vesting. Il me dit ouais, mais du coup on n'a pas signé, on pourra pas le rétrograder ça. Je dis ouais, donc des fois il y en a qui touchent la carotte. Hein. Ouais. Enfin, qui la touchent pas justement. Bon, je vais pas non plus le remettre. Comment dire Oui, c'est le jeu. Après, c'est. Tu vois, eux aussi. Ouais, ils se disent, après, ils étaient honnêtes. C'est vraiment le truc. Mais du coup, j'ai perdu dans ce cas-là. Mais après, bon, je suis arrivé à gagner d'autres choses dans l'échange avec eux, puisque j'avais bossé qu'en freelance et j'avais des garanties de mon côté qu'ils ne savaient pas que j'avais. Du genre, quand tu bosses en freelance, toute ta propriété intellectuelle, quand tu codes, t'appartient par défaut, sauf si tu as signé quelque chose qui dit que tu la cèdes. Et du coup, quand je partais, c'est moi qui avais fait tout le projet de la boîte depuis le départ. Et du coup, je leur ai dit, en fait, là, j'ai envie de partir, vous voulez pas me donner mes 1% de la boîte comme je devais les avoir? Je dis, du coup, je veux du cash. Ils m'ont dit, non. What the fuck? Je dis, en fait, tout m'appartient, tout le code base du projet m'appartient, donc si je pars avec. Ou alors, vous me donnez un peu de cash pour compenser le fait que j'ai pas pris d'argent au début parce que on devait lever des fonds et que c'était compliqué, que je prenais 1000 euros par mois, et le fait que j'ai pas eu mes 1%. Et du coup, j'ai pris 10K. Ah, d'accord. Et ça, c'est. Et ça fait. Tu viens de préciser, parce que je savais pas qu'on était propriétaire de son code. Et beaucoup de gens l'ignorent. Oui, alors normalement, toutes les boîtes un peu structurées te font signer un accord qui dit que tu lègues tout ton code, et des fois même un accord qui dit que tu lègues ton code même quand tu travailles pas pour eux. Ça, il faut pas signer, parce que sinon ça veut dire que tes side projects... Il y en a plein, des gros groupes, c'est 100% de tout le code que tu produis. Par défaut, ils mettent ça, c'est des fous furieux. Mais après, les startups en général, ils disent juste pendant tes heures de travail ou sur la machine qui te file, si t'en files une, donc faut faire attention. Mais voilà, et il y a plein de petites boîtes qui le font pas, et plein de développeurs qui se font saucer au maximum, mais qui le savent pas, et c'est dommage. Donc j'en parle moi le plus possible. C'est comme ça que j'ai gardé mon Mac, que j'ai pu prendre un appart à Paris et payer tout ce qu'il fallait parce que j'ai eu ces sous-là. Trop bien, ouais. Du fait que j'avais pas été payé comme il fallait pendant 2 ans quand même, mais voilà. C'était la moindre des choses, quoi. Quand même. Voilà, c'était la moindre des choses. Et quand ils ont parlé un peu entre eux et qu'ils ont vu que j'avais raison, ils se sont dit bon, ok, c'est faire. 10K, c'est pas si cher payé. Je leur ai dit globalement, si vous auriez dû me payer ce que vous auriez dû, sans compter les pourcentages de la boîte, ça fait 25K qui manquent. Donc j'ai dit je demande que 10, c'est pas non plus, c'est juste pour me reloger, tu vois. Il y avait 5K en argent et mon Mac et des affaires que je voulais garder, quoi. Donc ça fait 10K en tout, il y avait 5K de matériel et 5K de cash. Donc ouais, très bon deal, ouais, t'as bien fait. Oui, bon deal. Après, ils ont fait signer à tout le monde, par contre. Dès que je suis parti, tout le monde a dû signer. Ça a fait une douche froide. ouais. Ils étaient un peu deg, mes autres collègues qui voulaient partir aussi. Mais bon. Voilà. Eh bien, attends, il nous reste quand même une question. Quel est le prochain invité que je dois faire venir, selon toi, dans ce podcast ? Moi, je te conseille d'inviter Brian de la chaîne DevTheory qui fait des formations sur du code autour du JavaScript et tout. Et ça peut être très intéressant d'avoir un petit peu sa vision de tout ça. Eh bien, c'est noté, si j'écris théorie comme il faut. Et du coup, le dernier point, où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre. Donc, ça sera en description du podcast. Et ben, si vous voulez me suivre, ce sera sur la chaîne YouTube donc Axel Paris, autour un peu de mes expériences sur les finances, sur les investissements, tout ça, en restant toujours très authentique, en tout cas le plus longtemps que je peux, j'espère, ou sur Twitter, là où j'essaie d'être assez très actif, donc n'hésitez pas à me contacter par DM et tout, je suis très disponible. Ok,
Eh bien, génial. Écoute, merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. J'ai vraiment passé un super épisode avec toi. Je pense que ça se voit, puisqu'on a pas mal parlé. Ouais, ouais, beaucoup. Ouais. On a dû parler, je pense, presque pendant 2 heures, là, 1h45 peut-être, je sais pas. Ouais, là, on est à 1 heure, ouais, ça fait beaucoup. Beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait un petit peu beaucoup. Mais c'était très bien cool. Pour les auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un proche ou notez-le sur iTunes aussi, c'est ce qui aide pas mal le podcast à être connu. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, aussi je parle du podcast chaque semaine maintenant, soit d'un épisode courant, soit d'un épisode passé avec des anecdotes pour passer à l'action chaque semaine. J'essaie de faire ça. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci Martin, à bientôt.